Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Réal Réel, saison 1, épisode 1, une conversation avec Nolwenn Lemel, scénariste et réalisatrice. Réal Réel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Réal Réel, donc épisode 1. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la réalisatrice, scénariste et réalisatrice, d'ailleurs je dirais juste réalisatrice, mais tu es aussi scénariste. Voilà. Nolwenn Lemel, bonjour Nolwenn. Bonjour Alban. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Tu fais le baptême de ce podcast qui n'est pas rien quand même. Enfin, j'espère que c'est pas rien. Je t'en remercie, je suis très touchée. Je suis touché que tu aies accepté l'invitation. Je te présente en quelques mots, tu me dis si je dis des bêtises. Donc tu es scénariste, réalisatrice, Oui. tu es bretonne. Oui. Jusque-là, j'ai juste. Oui. Tu as fait tes études à Saint-Malo et des études de cinéma. Du coup, enfin, art du spectacle d'abord. Alors, c'est puis presque ça. bon. J'étais au lycée à Saint-Malo Ok, et ensuite je suis allée à Rennes faire une fac art du spectacle. ok. Ça restait en Bretagne, donc ça va, j'étais pas très C'était loin. pas très loin. Et ensuite, tu as fait un master à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris, Voilà. en études cinématographiques aussi. Voilà, exactement. Ça me permettait de pouvoir écrire un projet de court-métrage et un mémoire sur ce projet. Alors que si jamais je restais à Rennes, il fallait que je passe au long direct. Je me sentais pas tout à fait prête quand même. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt bien de passer d'abord par le cours pour être sûr. Voilà. Déjà prendre confiance en soi, on en reparlera, mais ça peut être utile. Et donc, depuis, Nolwenn, tu as fait pas mal de chemin, puisque tu as fait un premier court-métrage produit par Le Grec, donc, qui s'appelait Poids Plume, C'est ça. qui avait eu le prix scénario si rare au Bagne, pour ceux qui connaissent, et qui avait remporté le prix Beaumarchais, je crois, au Festival de films de femmes de Créteil, si mes infos sont bonnes. Et sans doute ça, j'ai un petit peu oublié ce genre de J'ai une meilleure détails. information. Je suis désolée. J'ai oublié. Le film a obtenu quelques prix, effectivement. Il a beaucoup circulé. Et comme c'est mon premier, ça remonte à quelques années. Il y a des infos, effectivement, que tu dois avoir mieux que moi. connaître que toi. Et ensuite, tu as refait un court-métrage qui s'appelle Cid. Ouais. Pareil, plusieurs prix. Ouais. Et tu es passé au long-métrage avec Des morceaux de moi, donc avec Adèle Exarchopoulos, Abou Bretman, Chiki Cario. On va en parler un petit peu plus en détail après. Et ensuite, je vais juste par petit bloc, tu as réalisé un unitaire Arte que tu n'avais pas écrit, on reparlera de ça aussi. Voilà, qui est écrit par Laure-Elisabeth Bourdeau et Johanna Goldschmidt. Et qui s'appelle Les Héritières. Exactement. Voilà, qui a été un beau succès d'audience sur Arte en plus. Oui. Et aujourd'hui, tu as réalisé récemment aussi des épisodes de série, de la série Face à Face, et on en reparlera également de savoir ce que c'est que réaliser pour la série, si c'est différent du cinéma, etc. Et je suis sûr que tu as de très beaux projets dont tu nous parleras tout à l'heure. Je m'avance peut-être un petit peu, mais on verra si Nolwenn est assez à l'aise pour tout nous partager. Est-ce que j'ai juste jusque-là ? Est-ce que ça va ? Tout va bien. Je n'ai pas trahi non, pas encore. ton parcours. Alors, tu ne le sais pas encore, mais il y a une petite tradition dans ce podcast. C'est pour s'échauffer un peu, faire un portrait de toi en 10 questions rapides. Tu me réponds sans trop réfléchir ce qui te vient à l'esprit. D'accord. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. La première question, c'est si tu étais une actrice ou un acteur, qui serais-tu ? Kate Winslet. C'est un chouette choix, quand même. Ouais, j'aimerais bien. Même question pour une compositrice ou un compositeur de musique de film. J'allais citer quelqu'un, mais il est mort, donc ça me dérange un petit peu de citer un mort pour qui je pourrais être. Donc, qui tu aurais aimé être dans ce cas ? Non, alors du coup, je vais citer une compositrice du coup qui est en devenir et qui est déjà très très là, qui s'appelle Delphine Malocena, ouais. pardon, qu'elle m'excuse. Voilà, parce que je trouve qu'elle fait partie de cette nouvelle génération de compositrices françaises. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et je suis sûre qu'elle va faire encore des grandes choses. Voilà. Et on salue Delphine, que je connais aussi par ailleurs. Et je suis d'accord avec toi. Si tu étais une héroïne ou un héros de fiction, tu serais qui ? C'est pas sympa. Je vous avais dit que ça allait se tendre un peu. Héroïne ou héros de fiction.
Alors, tu peux étendre à la vie réelle si tu préfères une héroïne ou un héros de la vie réelle, mort ou vivant, tu peux aussi. Hem, oh là là. Tu as droit à un joker sur les 10 questions. Est-ce que J'ai tu droit veux à un l'utiliser tout de joker. suite? C'est un peu écoute, est-ce qu'on peut ouais, je vais prendre mon joker. Ok, ça marche. Si tu étais une salle de cinéma, tu serais laquelle? Ah, je serais le peut-être le Grand Rex? C'est classe, hein. Hein? Ouais. T'as raison, il faut voir les choses en grand, hein, de toute façon. Si tu étais un pays étranger dans lequel tu aimerais tourner un film, Alors je vais dire l'Allemagne parce que c'est l'endroit où j'aimerais tourner mon prochain film. c'est déjà un spoiler, déjà une Voilà, exclue. je spoil déjà un peu la suite. 5 autres questions. Quel est le film qui t'a le plus choqué? Ah! Alors je vais dire alors il faut pas que je me trompe. Hem, Le Silence des agneaux. Voilà, parce que parfois je dis Le Silence des agneaux ou Le Seigneur des Le Seigneur des des agneaux. Agneaux? Je peux m'en mêler un peu. Non, ouais, ce film, il m'a vraiment choquée, en fait. Je l'ai vu, dans un bus, quand j'étais au lycée. On revenait d'une sortie scolaire en pleine nuit et quelqu'un avait amené ce film et franchement, la scène, du tueur là qui danse, en cachant son sexe entre ses jambes, j'avoue, ça m'a traumatisée pendant des années. Ah, tu m'étonnes. C'est pas une image qu'on a forcément envie de garder en tête, surtout quand on est ado. Très bonne réponse, du coup. Ouais. Le film qui t'a le plus fait pleurer? Oh, je crois que c'est Titanic. Je crois qu'on a tous lâché notre larme, hein, et crié Léo! Ton principal défaut, ça serait quoi? Oh, je suis anxieuse, parfois. Déjà, c'est parfois, c'est pas tout le temps. Non, mais c'est C'est parce une que bonne chose. j'ai essayé de relativiser. Ton état d'esprit actuel, Un peu anxieuse? c'est cohérent. C'est cohérent. Et enfin, pour finir ce portrait en 10 questions, quelle serait ta devise favorite? Ah, ma devise favorite, quand tu veux, tu y vas et tu l'as, quoi. Quand tu veux, tu peux. Voilà. Magnifique. Eh ben merci Nolwenn, c'est la fin de cette torture des 10 premières questions. Un bon Je vais pouvoir me échauffement pour la détendre un petit suite. peu. Détends-toi, on va poursuivre délicatement. Alors je vais commencer par te poser quelques questions générales sur le métier de réalisatrice. Et on va peut-être commencer dans l'ordre, c'est-à-dire à quel moment de ta vie tu t'es dit j'ai envie d'être réalisatrice? Est-ce que ça a été une vocation pour toi ou est-ce que c'est quelque chose qui est né plus tard? J'étais en seconde. J'étais en seconde, en fait, mon rêve, c'était d'être vétérinaire, sauf que, j'avais peur du sang et que j'étais nulle dans les matières scientifiques, donc j'étais un petit peu au pied du mur. Mes parents m'ont demandé: «Bon, bah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes faire?» Et donc j'écrivais des histoires depuis, petite. Je faisais de la photo aussi et donc naturellement, je me suis dit: «Bon, bah, je vais être réalisatrice». Voilà. Très cool. Tu dis j'écrivais des histoires depuis que tu étais petite. Comment est-ce Ouais. que naît l'idée ou le désir d'un film pour toi? Et beh, je crois que ça vient de l'écriture du personnage, beaucoup du personnage, de l'univers et pour moi la réalisation sans l'écriture, ça a mis des années par contre, à ce que je puisse le concevoir. Voilà, j'avais vraiment d'abord besoin de partir de raconter quelque chose et à quelqu'un, de transmettre quelque chose. Et puis en plus, on est en France, on pourra en reparler, mais c'est Oui, pas de si toute évident de façon, réaliser sans écrire, en c'est fait. C'est vrai, vrai, c'est vrai. c'est pas si simple. Mais je pense qu'au départ, avant de me dire: «Bon, être réalisateur, c'est un métier qui est possible», c'était plutôt le métier d'écrivain, je pense, que j'avais en tête. Donc c'est de l'écriture que tu es parti, en fait, Ouais, finalement. ouais, ouais. Oui, oui, parce que quand j'étais enfant, évidemment, j'ai été élevée à la campagne, hein, à la campagne du bord de mer, comme je dis toujours, près de Saint-Malo et là-bas, j'avais pas spécialement de modèle proche qui pouvait m'entraîner vers la réalisation. Moi, je suis fille d'une infirmière et d'un kiné. J'étais pas du tout destinée à ça, en fait. Pourquoi pas? Tu vois, Donc comme quoi tout est possible. Et je réagis parce que je me dis, fille d'une infirmière avec la peur de la vue du sang, et bah, oui, pas voilà, pratique toujours. c'était très étrange, effectivement, comme, Mais c'est drôle, c'est bien ce genre de parcours, moi j'adore. Et question suivante, quelle est la réalisatrice ou le réalisateur que tu admires le plus?
Il peut être mort aussi, hein. Oui. Je te rassure, par rapport aux questions du Je début. crois que je vais dire, j'hésite entre 2 réalisatrices, mais je crois que je vais dire Jane Campion. C'est une belle référence quand même, hein. Ouais, Je crois que tu parce n'es pas que, seul. voilà, c'est parce qu'elle s'est assumée aussi dans une partie, poétique et douce alors que, une amie, autrice me disait récemment qu'elle trouvait que, quand on était une réalisatrice femme, elle avait remarqué que on s'illustrait plus quand on faisait des choses, un peu sensationnelles et j'ai trouvé que c'était intéressant qu'elle pose ce regard-là et justement, ce n'est pas le cas de Jane Campion. Oui, c'est vrai qu'il a Et pas du coup, du tout commencé dans le sensationnel, au voilà. contraire, tout Ouais, l'inverse. ouais, plutôt dans la douceur et la dureté en même temps. C'est les 2 mêlés, c'est ça que je trouve intéressant chez elle. Elle souffle le chaud et le froid, comme on dit. Ouais. Et je vais revenir à l'idée ou la naissance d'un film. Pour toi, c'est quoi tes sources d'inspiration, de manière générale? Et alors c'est, peut-être un peu particulier, mais je pars beaucoup de sensations. De sensations, d'émotions et puis qui me ramènent à des personnages ou à des images. En fait, c'est pas quelque chose de très, concret au départ, mais parce que je crois que je suis aussi une réalisatrice de la sensation aussi et de l'émotion. Je passe beaucoup par ça dans mes recherches de visuels et dans mon travail sonore. Donc ça vient aussi de ce côté-là, pas mal. Et il peut m'arriver sur certains projets qu'il y ait aussi, une lecture d'un livre ou d'un d'un article. Ça peut aussi susciter des histoires chez moi. Et tu as un rapport à l'histoire vraie, du coup, qui te passionne ou c'est quelque chose, c'est plutôt des accidents de parcours, j'ai envie de dire, tu vois, tu tombes par hasard sur quelque chose qui te parle et Non, je pense que ça m'a passionnée pendant très longtemps et puis, il y a un moment donné où sans doute mon cerveau s'est, aguerri à force de lire justement des vraies histoires et d'imaginer comment est-ce que potentiellement je pouvais en faire quelque chose ou des livres d'ailleurs et il y a un moment donné finalement l'histoire finit par naître seule, en dehors de tout stimuli extérieur finalement. j'ai oublié ma prochaine question, tu vois? La réponse était tellement pertinente que j'étais déstabilisé. Et ben, c'est un peu en lien, c'est comment est-ce que tu définirais ton univers, cinématographique si tu devais le faire? Je sais que c'est pas forcément évident, mais, Alors c'est surtout que je crois qu'il y a plusieurs, univers de films, vers lesquels je pourrais aller. Hem, mais finalement, assez étrangement, c'est un peu toujours les mêmes choses, des choses qui se ressemblent un peu, qui sont financées. Alors que je crois que j'ai une part, aussi sombre en moi qui ne demande qu'à s'exprimer. Ce qui est assez étonnant, c'est que, on va dire que les projets les plus importants que j'ai faits, on va dire en long métrage ou même sur la série Face à Face, c'est des projets qui sont dans une forme de légèreté et avec des sentiments aussi, assez forts, mais qui ne sont pas si sombres que ça, en mmh. fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs un de mes cours où j'ai essayé d'assumer une part plus, plus âpre, parce que c'est aussi un cinéma qui me plaît. Hem, donc oui, je crois que je m'adapte beaucoup à une histoire, mais je crois qu'il y a de la poésie dans ce que je fais, que ce soit sombre ou pas, et qu'il y a toujours la recherche de sensations et d'émotions. Je crois que c'est ça que j'ai envie de faire vivre, aux spectateurs, en fait. C'est ton cap, en fait, dans la création, finalement? Peut-être, ouais. C'est, l'émotion finale que tu veux transmettre au spectateur, non? Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Mais c'est très intéressant ce que tu dis sur l'ambivalence, sur la noirceur, effectivement. C'est pas quelque chose déjà qui est très, j'allais dire, admis dans le cinéma français. Si, mais en fait, c'est très codifié. C'est Ouais, souvent dans le policier, des registres, en fait, ouais, où la noirceur est acceptée sous forme de meurtre, de ouais. violence, de tout ça. Mais c'est vrai qu'on a pas peu l'habitude, moi, il y a pas un grand, on en reparlera peut-être aussi, mais il y a pas un grand développement du cinéma fantastique. Ces dernières années, ça a tendance quand même à s'accroître. Mais ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce qu'on a envie d'émotions positives. C'est aussi peut-être dû à l'époque qui est pas forcément très drôle, et du coup, les gens vont chercher des échappatoires plus cool, on va dire. Et bah, du coup, justement, puisqu'on parle de noirceur et que on parle de registres différents, comment est-ce que pour toi, le style d'un cinéaste se définit? Eh ben, écoute, je vais te répondre, peut-être par mon propre prisme, du coup, c'est beaucoup par l'émotion, je crois, justement. Par la manière dont il va, hem, les
les montrer, enfin, je veux dire, les transmettre. Je vois, par exemple, chez Audiard, il y a une émotion, qui est souvent, qui te prend un peu les tripes quand même, quelque chose de sombre, qui va vraiment te prendre à un endroit et qu'on retrouve dans pas mal de ses films, je trouve. Et en même temps, quand on voit un cinéaste comme Ozon, c'est quelqu'un qui, je crois, est passé d'un film à l'autre. J'aurais pas forcément pu identifier que c'était lui, à l'opposé, parce que lui, je crois que c'est quelqu'un qui a envie justement d'essayer des choses et qui, à un moment donné, a eu la possibilité de le faire et puis aussi qui l'a imposé aussi, je crois. Parce que c'est aussi pour ça qu'il a été critiqué par moments et il a continué et il a très bien fait. Hem, donc voilà, je te fais un peu de réponses contradictoires parce C'est parfait. en vérité, je ne sais pas au final, Mais voilà. c'est vrai que c'est un peu compliqué comme question parce que j'allais même rebondir sur te dire mais comment est-ce que tu définirais ton style du coup, tu vois? Ouais, 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 je suis un Mais peu longue à répondre d'ailleurs parce que, c'est vrai qu'il y a toute une, réflexion du coup qui s'enclenche et je pense que quand je vais repartir, je vais dire: «Mais pourquoi je n'ai pas répondu ça?» alors ça nous arrive à tous, mais rassure-toi, tu pourras venir faire un épisode 2 si tu veux. Le retour. Le retour de Nolwenn Lemel. Avec les compléments d'enquête, tu sais, compléments de réponse. Non, mais j'y ai repensé, en fait, je reviens avec une rédaction. Eh ben, en parlant de style, on parle aussi souvent des références qu'utilisent les réalisateurs. C'est quoi ton rapport aux références, toi? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'appuies pour travailler? C'est quelque chose que tu cites ouvertement dans tes films? Alors, je me sers beaucoup des références à l'écriture. En fait, j'essaye maintenant de définir, entre quel et quel film, mon projet à l'écriture se situe, parce que ça me permet de pas trop m'éloigner ou quand je me suis éloignée, ce qui peut m'arriver de ce que je voulais faire au départ, ça me sert pour me remettre dans le droit chemin, à un moment donné. Et donc ouais, à l'écriture, les films des autres m'aident aussi beaucoup à me mettre parfois dans un univers, une ambiance. Si je sens que je suis pas dans le bon ton, par exemple, il peut m'arriver vraiment de regarder un film qui est dans le ton que je cherche, pour réussir à m'imprégner, en fait, Ouais, un peu d'une pour baliser atmosphère. l'écriture, en fait, c'est ça? Exactement, exactement. Ah bon, après, je suis une grosse passionnée aussi de dramaturgie, donc j'ai un peu tendance à aimer regarder les films, à les décortiquer, dans leur structure, ce qui peut aussi m'être utile, à moi quand je travaille. Après, au niveau de la réalisation, j'ai beaucoup de références, en termes, d'images, de atmosphériques, on va dire, parce que ça m'aide à guider un chef opérateur et quasiment tout le temps d'ailleurs, on fait une sorte de mood board avec le chef opérateur parce que comme ça on sait qu'on parle de la même chose en fait, Mmh. sur le terrain et du coup ensuite du coup notre communication ensuite est très fluide. Mais par contre, quand je suis vraiment sur le plateau, je me libère de tout et j'essaye de vraiment plus me laisser porter, bah, par ce que je ressens intérieurement et parce que les comédiens vont m'apporter. Mais c'est plutôt un travail préparatoire, du coup. Ouais, ouais, complètement. Et tu le fais en 2 temps? C'est-à-dire, est-ce que tu fais d'abord, toi, de ton côté, un mood board que tu échanges ensuite avec le chef opérateur qui vient peut-être nourrir, contredire et Mmh. cetera? Ou est-ce que vous le faites ensemble tout de suite? Non, je fais ça, je le fais en fait, je le commence à l'écriture. Parfois, très tôt dans l'écriture, j'ai déjà une à 2, 3 images qui sont là et c'est pareil, c'est un peu comme les films, guides. Voilà, ça me sert aussi, de guide parce que c'était pas le cas quand j'ai démarré, mais aujourd'hui, je crois, énormément à la manière dont un film va s'écrire en rapport avec la réalisation que j'ai envie d'en faire. Je crois beaucoup, en fait, au process de mise en scène déjà présent, dans l'écriture. En tout cas, maintenant, je fonctionne comme ça. Voilà. C'est hyper intéressant et on y reviendra, ça, justement, au rapport visuel à l'écriture. Ben, en Mmh. parlant d'écriture, c'est quoi ton rapport à l'écriture? Parce que tu me dis: «Je suis une Ouais, passionnée de dramaturgie». Est-ce que c'était le cas dès le départ? Parce que comme tu nous l'as dit, ouais. plus tôt, tu écrivais très tôt, donc on sait qu'avec les contes et tout ça, on a quand même un sens inné, en fait, de la dramaturgie, mais pas forcément la technique. Alors moi, j'ai manqué de technique pendant, très longtemps, forcément, parce qu'au départ, j'ai appris, l'écriture de scénario de façon, presque autodidacte. Alors j'ai une maîtrise en scénario dont tu parlais tout à l'heure, mais nos cours étaient quand même, étaient on restait quand même sur des cours d'analyse de films beaucoup, donc après à côté, il a fallu que je lise beaucoup de scénarios, notamment, heu,
je vois qu'il y avait une collection Cahiers du cinéma à une époque, Mmh. dans lesquels il y avait des scénarios comme ça qui étaient édités. J'ai lu beaucoup de choses, de textes comme ça qui m'ont vraiment, permis de passer à l'acte. Et puis après, j'étais vraiment dans, je pense, la dramaturgie française, classique de base telle qu'on l'apprend, tous en fait un petit peu partout quand on démarre. Et je pense qu'il y a eu une vraie bascule pour moi il y a, il y a 6 ans à peu près quand, j'ai été prise à la sélection annuelle du Groupe Ouest, hem, où j'ai travaillé notamment avec Marcel Beaulieu, comme consultant et qui m'a, vraiment, qui a été une forme de mentor pour moi au niveau de la dramaturgie, qui m'a appris énormément de choses et surtout qui m'a donné le goût. Alors qu'avant, j'aimais pas du tout le travail structurel parce que je me sentais dépassée et il a rendu ça très, très ludique pour moi et après du coup, j'ai eu envie de continuer à réfléchir, à me former et du coup, ça a été un espèce d'élan et qui ne s'arrête pas du coup, voilà. Et C'est plutôt une bonne chose. quand je peux, voilà, je me questionne là-dessus, je cherche des informations et comme depuis, en plus, je suis devenue consultante, du coup, moi-même, je travaille pas mal avec maintenant d'autres auteurs, ces questions structurelles, hem, qui sont super, passionnantes, je trouve. Voilà. C'était le sens de ma prochaine question. Au-delà même de la consultation, est-ce que tu écris pour d'autres? Eh bien alors, comme en fait on nous met un petit peu dans des cases dans nos métiers, il se trouve que quand je tournais pas, bah, j'écrivais beaucoup pour d'autres. Alors des projets qui ne se sont pas forcément faits malheureusement. Et maintenant que je tourne plus, j'écris pas en ce moment, en tout cas pour d'autres. Heu, je fais plutôt des consultes et encore je trouve que j'aimerais bien en faire même plus parce que je trouve ça vraiment passionnant comme je te disais. Mais voilà, mes amis savent que j'écris et à la limite, c'est plus eux qui ont fait appel à moi, les dernières années. Et est-ce que tu dirais que le fait d'être réalisatrice, ça change quelque chose à ton rapport à l'écriture quand tu écris pour les autres? Quelle est la place que tu prends? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est recherché aussi? Ou est-ce que ça fait peur aux autres de se dire: «Oula, c'est un univers qui va peut-être pas coller au mien» ou... Alors je sais pas, je me suis jamais posé la question, de ce que pensaient les autres en fait. Je me dis: «Bon, à partir du moment où quelqu'un fait appel à moi, a priori, c'est qu'il me fait plutôt confiance». Hem, non, je pense que ça a pas changé du tout le fait de réaliser des choses que j'ai pas écrites dans mon rapport, dans mon rapport à l'écriture pour les autres parce que j'essaye toujours, de me mettre dans l'univers de la personne. Bah, déjà tout simplement parce que j'aime ça, qu'on m'emmène dans des univers et puis après j'essaye d'y répondre. Je suis pas toujours dans le vrai, mais parfois en se trompant et ben, en fait, on donne quand même une impulsion à l'autre en face qui lui va trouver de toute façon la solution parce que en général, voilà, l'auteur principal a quand même la vérité de son projet entre les mains de toute façon. C'est ce que je pense. Et je pense que tu as raison. En fait, on est un peu des accoucheurs, des accompagnateurs. Voilà. Alors question, en fait, qu'on pose pas souvent aux réalisateurs, mais moi je trouve qu'elle est, enfin, pour étant réalisateur, elle est assez, prégnante. C'est comment est-ce que tu gères l'attente entre 2 projets? Parce que c'est pas si simple et notamment la frustration de pas pouvoir exercer ton métier tout le temps comme tu l'aimerais, en fait, tu vois? Parce que les rythmes sont un Ouais. peu imposés par des financements, d'autres facteurs extérieurs. Comment est-ce que tu gères cette frustration-là? Est-ce que... Bah, je la gère grâce à l'écriture et puis toujours en me projetant dans le projet d'après. Maintenant, je vais te dire franchement, j'ai été comme un lion en cage pendant 8 ans entre mon premier long et Les Héritières. Voilà, entre les 2, j'avais un projet de second long métrage qui s'est arrêté la veille de l'entrée en prépa. Mmh. Ah ouais. Ça a été une claque épouvantable et voilà, derrière, il a fallu, continuer à combattre, rester debout et je peux te dire que je me sentais pas entière. Voilà, Ah, tu m'étonnes, c'est dur. ça a C'est été hyper très, très dur. dur. Parce que Très, ça très dur. commence à devenir concret et on te coupe l'herbe sous le pied comme ça d'un coup, en fait, Voilà, mais en même temps, c'était concret, mais intérieurement, je savais bien que c'était compliqué. J'avais, 2 productrices qui se battaient avec moi, comme des lionnes et à un moment donné, bah, quand on est face à un mur, bah, on sait qu'il faut s'arrêter, en fait. Donc c'était un choix très difficile à faire pour tout le monde, mais c'était il y avait pas il y avait on n'avait pas d'autre solution, donc entre guillemets, «le meilleur choix», mais ouais, ouais, ouais. on le réalise pas forcément sur le moment, j'imagine. C'est extrêmement difficile à gérer, Voilà. quoi. Donc Mmh. aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce que, depuis que j'ai commencé à faire de la télévision, je tourne plus. Donc j'ai plus la même frustration, enfin,
C'est plutôt l'angoisse du projet qui n'arrive pas, Mmh, éventuellement, ça pourrait être ça. ça s'est déplacé. Ça s'est un petit peu déplacé, mais comme j'écris toujours, en fait, les moments où je tourne pas, ça peut aussi m'arranger parfois, en fait. C'est un équilibre vraiment entre les 2 avec lequel j'essaie de composer. Justement, en parlant d'attente entre 2 projets, tu fais aussi partie d'un collectif de scénaristes et réalisateurs qui s'appelle la Squadra. Est-ce que, ça t'aide à justement, partager ton expérience de réalisatrice, voir aussi le parcours des autres et échanger sur ça, sur cette frustration, le temps d'attente entre 2 projets? Alors la Squadra, en fait, ouais, c'était vraiment un lieu de soutien, où parce qu'en fait, on était tous en train de vivre des frustrations un peu au même moment ou pas, où ça se décalait. Et quand il y en avait qui tournaient, moi personnellement, ça me mettait la niaque parce que je me disais, ok, ils y arrivent, ils se sont battus et ça va être à moi. Et j'espère que quand j'ai tourné, j'espère que ça a mis la niaque à d'autres derrière. C'était plutôt un cercle vertueux quoi, du coup? Bah, me concernant, en fait, parce que en dehors de la Squadra, en fait, il y a quand même pas mal d'auteurs et de réalisateurs avec lesquels, enfin, que je vois régulièrement et on se soutient énormément. Et ça fait vraiment du bien, moi, je trouve, d'être unis, parce que sinon on est très très seul en tant que réalisateur, face à un système qui est compliqué, parfois sur le plateau, même si on a des équipes autour de nous, on traverse quand même parfois des moments de solitude, hein, on ne peut pas se mentir. Et de pouvoir entre nous se soutenir et puis se suivre quand il y en a un qui réussit. Tu vois, tu citais la Squadra, bah, Coralie Farja, elle faisait partie de la Squadra. Moi, je l'ai vue se battre pendant des années. Ce qui lui arrive en ce moment, ça me stimule énormément. Ça nous stimule tous, je crois. On a tous envie de vivre ce même rêve, on va dire. Bah, on en arrive à une question que je t'ai demandé de préparer, parce que je t'ai quand même demandé de préparer quelques questions. Je me suis dit, sinon, c'est quand même un peu vache de balancer ça comme ça en mode allez, hein, on sort une feuille et on fait une interro surprise. Est-ce que tu pourrais nous recommander ou nous décrire un moment de mise en scène qui t'a particulièrement marqué? Ouais, alors il y a un moment de mise en scène, je dirais que c'est même un film entier, justement. Quand je te parlais de process tout à l'heure, quand j'ai vu Elephant de Gus Van Sant, ça a vraiment été un choc lié à la mise en scène, très clairement. Parce que là, l'écriture même participe totalement de cette mise en scène. Évidemment que le scénario est extrêmement simple et ténu et que, il aurait été écrit par un scénariste dramaturge, jamais Gus Van Sant n'aurait pu faire cette expérience, filmique incroyable, qui démarre d'une façon, très lente. C'est vrai qu'au départ, on ne sait pas très bien où ça va. Il y a un format en plus assez particulier, si je me rappelle C'est bien. du au moins du 4 C'est tiers, du c'est peut-être 4 du carré. tiers, Ouais, c'est du 4 tiers, je je crois, crois. ouais. Mmh. Et petit à petit, on est emmené comme ça dans ces longs couloirs, et il y a une forme de tension qui monte. On ne sait pas très bien, ce qui va arriver, mais quand, mais on sait que ça va arriver. Et mine de rien, ce qui est fou, c'est qu'il arrive à faire en sorte qu'on s'attache à ces personnages alors qu'il est dans un dispositif très froid. Et quand, particulièrement quand, cette jeune fille, aux cheveux frisés et aux lunettes, se fait tuer, je crois que c'est un moment qui m'a vraiment marquée. Et mais tout ce film, voilà, tout ce process de mise en scène, qui a été pensé, depuis la naissance même du projet sur le papier, m'a vraiment marquée. Bah, je partage, cet avis avec toi parce que je l'ai revu il y a quelques années, après un long moment sans l'avoir revisionné Ouais, et je l'ai vu à la Cinémathèque française en plus, tu vois? Donc genre ambiance ouais, feutrée, grand en écran. salle. J'ai pris une claque mais dingue. Parce que Ouais, ça a fait renaître ce choc que j'avais ressenti la première fois. Exactement comme toi, tu vois? ouais. De cette espèce d'atmosphère, pesante où tu sens que quelque chose, de sourd, pèse sur tout le monde et tu sais pas quand ça va péter Mais et le c'est son est dingue ah dans oui, ce incroyable. film. En fait, quand j'ai ce souvenir, au Self. Il y a ces scènes au Self où tu entends, par moments les couverts, mais c'est pas une ambiance diffuse du tout. En fait, il fait arriver les sons au moment précis où il veut susciter une émotion ou une attention particulière. C'est extrêmement, fin, ce qui a été fait comme travail. Même au niveau des voix, il y a des moments, on a des voix qui sont extrêmement basses et d'autres moments, d'un coup, elles vont réémerger. Et il fait un peu la même chose d'ailleurs visuellement parce qu'il y a des moments qu'il fait passer, au ralenti aussi. Donc c'est un film qui est, extrêmement étonnant, en fait, dans sa mise en scène. C'est presque une leçon de mise en scène, je dirais, parce que entre le Mmh. hors champ,
travail du son, ces longs travelling, cette Ouais. atmosphère, enfin, un cinéma de sensation. Oui. On retombe sur nos pattes. Mais c'est vrai que c'est hyper marquant. Alors, question qui n'a plus rien à voir, mais selon toi, est-ce qu'un film doit obligatoirement être personnel pour être réussi? Ah, je crois pas. C'est une bonne question, en fait. Je suis pas sûre de ma réponse, hein, mais j'imagine que si jamais je cherchais, et en même temps, est-ce qu'on parle pas toujours de soi, même quand on donne pas l'impression? Parce que j'allais te dire, oui, je suis sûre que dans l'histoire de très gros films, écoute, là, tu me poses une colle. En fait, moi, je trouve ta réponse très intéressante parce qu'effectivement, il n'y a pas de réponse toute faite, hein. Je le dis tout de suite à nos auditeurs. Mais je trouve que tu soulèves un point intéressant, c'est est-ce qu'on met pas, même inconsciemment de soi, dans chaque film qu'on fait, tu vois? Ah, écoute, je crois, tu vois, quand, je sais plus dans quelles conditions avait été fait, par exemple, le 1er Spider-Man. Est-ce que c'est pas le même, réalisateur et le même scénariste? Je ne crois pas. Alors, c'était Sam Raimi le premier, Ouais, et après mais en c'est pas scénario, lui je me qui avait souviens pas. Je crois écrit. pas qu'il l'écrit, non. Parce que, par exemple, ce film, on dirait que c'est un film qui est très personnel, alors qu'à la base, ça doit être un film de studio, certainement. Et en même temps, pour le coup, tu vois, ça me permet de parler de l'enjeu thématique. Mais vas-y, je t'en Pour le prie. coup, je crois que quand tu as un enjeu thématique, même dans un film narratif très commercial, là, quand l'enjeu thématique est travaillé et que je crois qu'on y met de soi, je pense qu'on arrive toujours à bien réussir ce film qui, au départ, et pas forcément un film d'auteur, de quelqu'un qui a mis ses tripes sur la table en l'écrivant. Voilà. Ah ouais, mais ça pose la question de la mise en scène, finalement, du regard, de la Ouais, vision qu'on imprime au-delà de l'écriture, en fait. On y reviendra à ça un ouais, petit peu c'était une plus en réponse très détail. confuse, hein. Ah, moi, je trouve pas du tout. T'as peut-être l'impression, mais au contraire, c'était très intéressant. Mais justement, ça nous permet d'aborder le cas des séries, ou même des unitaires que tu Mmh. n'as pas écrits, tu Non. vois? Est-ce que ce sont des projets pour lesquels on est venu te chercher, ou est-ce que c'est toi qui as émis la volonté de traiter de ce sujet et que c'était une commande? Ça s'est passé comment pour toi? Non, en fait, à chaque fois, on est venu me chercher. Alors, ce qui est curieux, c'est que pendant des années, j'ai essayé de faire de la télévision et de proposer des projets. Ça marchait jamais. Et puis, j'avais vraiment le sentiment de me heurter au fait que mon profil était trop cinéma. Et puis, justement, quand j'étais au Groupe Ouest, je travaillais comme consultante et j'ai rencontré là-bas Isabelle Huige de chez Arte, qui est chargée de programme là-bas et qui avait les héritières et qui avait pas de réalisateur pour le projet. Et parallèlement à ça, les autrices du film ont entendu parler de moi euh, par un ami scénariste qui leur a dit que je devais avoir certainement la sensibilité pour leur projet. Et curieusement, alors que c'était le moment où justement j'avais pas tourné depuis 7-8 ans, mon nom est arrivé du coup du côté d'Arte, du côté des autrices sur ce projet, comme une espèce d'évidence. Donc c'est pour ça que j'ai eu de la chance à ce moment-là, finalement. Ça Les compte. étoiles se sont alignées, exactement. Et quand j'ai lu le traitement, euh, dès les premières lignes, j'ai eu envie de le faire. Au-delà du fait que j'avais pas tourné, ou de toute façon, il y avait beaucoup de choses, je pense que j'étais prête à faire. Pas tout et n'importe quoi non plus. Mais quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression que le personnage me ressemblait, alors que paradoxalement, c'est une jeune femme, une jeune fille noire en banlieue parisienne. Voilà. Mais ce personnage m'a parlé de façon très puissante. Et c'est ce que permet la fiction, en fait. C'est aussi de se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, finalement. C'est une question d'empathie. Donc, si ça a résonné Complètement. en toi, c'était que c'était aussi pas uniquement de la chance, mais c'était peut-être un peu le destin, tu vois. C'est qu'il s'est dit, Nolwenn va comprendre de quoi ça parle et va y mettre d'elle aussi. Et oui, et j'ai mis effectivement beaucoup de moi dans la réalisation de ce film. Euh, c'est vrai que je l'ai fait avec énormément de cœur, vraiment. Moi, je trouve Et que ça les se ressent. autrices l'avaient écrit aussi comme ça, de toute façon. Eh ben, en parlant d'avoir du cœur, c'est quoi pour toi la plus grande qualité que devrait avoir un réalisateur ou une réalisatrice? Ah, je crois que c'est de savoir bien s'entourer et puis oui, ne pas maltraiter les gens, effectivement, c'est quand même mieux. Non, mais ça paraît être une évidence aujourd'hui, mais c'est pas si évident, en vrai. Mais tu sais, c'est drôle parce que quand j'ai commencé, j'arrivais avec ma douceur
Et en même temps, intérieurement, j'ai une forme d'autorité naturelle qui fait que je sais quand même où j'ai envie d'aller, donc les 2 se mêlent. Mais il y a eu des moments où je me suis demandé si j'étais légitime en n'étant pas dans une exigence, comment dire? Affirmée d'une manière différente de celle que j'avais. Et parfois, je me disais, quand j'entendais parler de grands réalisateurs qui tapaient du poing sur la table, qui étaient des tyrans, en fait. Je me disais: «Mais moi, je suis pas du tout comme ça. Est-ce que je vais être capable, du coup, de de diriger mes équipes, d'avancer?» Et puis, bah, finalement, il se trouve que quand on ce que voilà, le métier m'a aussi appris, c'est que finalement quand on est soi-même convaincu qu'on a envie de quelque chose, en fait, les gens ont pas du tout besoin qu'on leur tape sur les doigts pour les faire aller dans le bon sens et pour se donner à 200. Voilà, C'est une éloge de la douceur, donc. Mais c'est vrai qu'on peut exactement. avoir beaucoup Mais d'autorité. on a besoin, Oui, et puis dans ce métier. on peut faire preuve de beaucoup d'autorité en restant très doux, en fait. C'est pas forcément lié. On a eu longtemps cette image, justement, du Ouais, réalisateur, comme tu le dis, tyran, en fait, tyrannique en fait, qui ouais. martyrise ses acteurs, qui les insulte, qui les traite mal. Moi, je me dis toujours, mais à un moment donné, OK, comment ça pouvait marcher, quoi? Comment tu passes autant de temps avec quelqu'un qui te traite, n'importe comment, quoi? Mais bon, C'est ça et puis de toute façon, tu beau être doux, je pense que quand tu veux un truc et que tu n'es pas contente de ce que tu vois, de toute façon, ça se ressent malgré toi à un moment donné, hein, oui, c'est donc vrai, ça se voit sur ton visage. Moi, j'ai un visage très exactement. expressif en plus. Alors généralement, ça tu beau dire: «Non, non, c'était bien», ouais, ils sentent quand même qu'il y a un problème, hein. Et justement, est-ce que tu à quel point, du moins, je veux dire, est-ce que tu penses au public quand tu es en création d'un film? Mais à quel point tu y penses, si des fois tu l'intègres dans ta réflexion autour, d'une œuvre? Écoute, ça va et ça vient, le problème, c'est que quand j'y pense, en général, c'est dans les moments un peu de détresse en écriture où je me dis: «Mais qui va s'intéresser à ce que je suis en train d'écrire?» Tu sais? Ce moment-là où tu imagines les gens, face à toi et face à l'histoire que tu racontes et qu'en fait, finalement, oui, tu t'es trompé, finalement, tu l'as raconté que pour toi-même. C'est un peu une grande angoisse en réalité, ça, pour moi. Donc, j'essaye d'y penser peut-être plus aussi en tant que réalisatrice. Par exemple, quand, je tournais Face à face, ouais, j'essayais vraiment de penser au public de cette série parce que cette série, c'était pas la mienne et donc, de le respecter, hem et d'être, de respecter aussi, voilà, ces personnages. Voilà et en même temps, en essayant d'y apporter ce que moi, je peux apporter de positif, en fait, à ce projet. Voilà. C'est ce que j'allais te demander, en fait, concrètement, ça veut dire quoi, respecter le public par rapport à la série? Alors C'est en c'est un respecter les codes, tu veux dire, alors c'est aussi de pas le prendre pour un imbécile Mmh. parce que ça, c'est un truc parfois qui, quand on lit certains textes, de projets que j'ai pas forcément fait justement, où on se dit: «Non, là, c'est pas possible, en fait». Là, il y a un moment donné où, heu, on peut pas, voilà et les gens sont pas idiots, en fait. Et on les prend souvent pour des idiots. Ouais, c'est assez désagréable et je trouve que justement cette série, c'est ça qui m'a plu. C'était que c'est une série qui est capable de proposer quelque chose de léger à un public, qui a envie de se détendre, qui est pas forcément dans un réalisme policier incroyable puisque c'est de la comédie policière, mais par contre, qui va être dans une vérité des émotions des personnages et de leurs sentiments. Voilà, ça c'est important pour moi. Et du coup, quel est ton rapport à la critique? Que ce soit cinéma ou télé? Parce qu'on reçoit quand même, souvent malgré nous, Ouais, des avis. et ben écoute, depuis mon premier long métrage, je ne les lis plus, sauf quand, quelqu'un, me dit: «Si, si, celle-là, lis-la». Il y a des gens autour de moi qui font des filtres, des amis, des gens qui me veulent du bien Non, mais c'est important, ça peut être parce violent. que j'ai été tellement violentée par la sortie de mon premier long métrage en salle et par certaines critiques qui étaient d'une telle vulgarité ou d'une telle violence que je me suis dit: «Bon, il y a un moment donné, voilà». Et je confirme, je les ai lus Ouais, pour voir, tu vois, ouais. comment avait été reçu le film à sa sortie. Et je me suis dit: «Ah ouais, c'était quand même c'est pas si loin, hein, mais c'était quand même une autre époque de la critique parce qu'ils se permettent de ces trucs, mais c'est Bah, fou, c'était quoi». parfois trash et j'ai su par, des gens que je connais que, notamment, au moins un journaliste avait regardé les 10 premières minutes du film, le reste en accéléré et fait derrière une critique assassine et ça m'a mis, dans un état de colère, dont j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à sortir
Donc aujourd'hui, je suis partie du principe qu'il y a aussi beaucoup de critiques qui sont des réalisateurs qui n'ont pas réussi, enfin qui sont des réalisateurs frustrés. Et voilà. Et après, il y a des critiques en réalité avec lesquelles j'étais aussi d'accord, hein, parce que j'ai pas fait tout à fait le film que je voulais. Donc, celle qui parlait d'un film qui était inégal, je pouvais pas aller contre. Mais quand je lisais des horreurs et puis qui portaient aussi un jugement sur moi, ça, c'était très très dur. Ouais, c'est ça, la critique, elle peut être constructive sans être désobligeante, en fait. C'est ça. Exactement, on n'est pas obligé d'être méchant, en fait, Mm. tout simplement. Voilà. On peut ne pas aimer un film, on n'est pas obligé d'être destructeur. Ni de vouloir à tout prix faire un bon mot, Voilà, bah ça, il y en a qui sont très forts pour ça. même si des fois c'est très réussi, mais bon, quand même. Ça me gêne toujours un peu en tant que créateur. Je me dis merde. Tu sais que j'en viens à réfléchir à ça quand je pense au titre des œuvres sur lesquelles je travaille. Je me dis, ah, c'est moi-même qui prépare, anticipe les jeux de mots qu'on peut faire dessus, tu vois, Ouais, en me ouais, disant, ouais, ouais. ah, ça va sortir. Attention, Tu ça vois. c'est dangereux. Ouais. Il y en a que j'ai écarté à cause de ça, hein. Et du coup, qu'est-ce que c'est pour toi l'étape préférée au cours de la création d'un film? Est-ce que c'est l'écriture, le tournage, le montage ou autre chose? Ah bah j'ai envie de te dire que c'est quand c'est fini que ça passe devant le public. Non, écoute, sinon c'est compliqué parce que il y a un moment qui est génial, c'est quand notre scénario est terminé et qu'on n'a pas encore eu trop de retours désobligeants dessus et qu'on est encore dans le rêve. Ça, c'est un moment qui est assez unique, mais il dure pas très longtemps. Malheureusement, ouais. Il faut savourer, c'est vrai, tu as Ouais, c'est raison. On ça, revient vite au réel, quoi. exactement. Et à ton avis, est-ce qu'on refait, alors à des degrés différents, mais est-ce qu'on refait toujours le même film en tant que réalisateur? Euh, Je sais pas encore. Je te dirai dans quelques années quand je reviendrai. Quand je reviendrai. Non, mais parfois, c'est effectivement, moi, je remarque qu'il y a vraiment des choses récurrentes dans ce qu'on dit au fond. Enfin, quand on parle de thématiques, notamment parfois profondes d'un film, il y a des moments où on se re-raconte de manière différente. Et puis, à un moment donné aussi, on grandit, on vieillit, et puis finalement, on a un recul différent sur certains sujets. Et du coup, peut-être que là, on peut faire des choses qui s'éloignent un peu plus de nos premiers films. Et je trouve que c'est assez beau, c'est ce que tu dessines un peu en creux, c'est-à-dire que finalement, les films comme un peu le reflet de notre vie, quoi, de notre parcours de vie, c'est ça qui est beau. Ouais, c'est vrai. Non, mais je pense qu'il y a de ça, effectivement. Quand on est autoréalisateur, en tout cas. Hmm. Quand on est réalisateur technicien, c'est un petit peu différent. C'est pas tout à fait le même process. Oui, c'est pas tout à fait le même rapport aussi à l'œuvre, Ouais, voilà. j'imagine. Même si Ni à ça peut être l'histoire. personnel, Voilà. ça vient pas Ouais. forcément de toi complètement, quoi. Ouais, Mais tu partages l'histoire des autres, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors là, c'est une question un petit peu compliquée. Est-ce que tu es prête? je suis prête. Selon toi, c'est quoi le plus grand défi auquel les réalisateurs vont être confrontés à l'avenir? Ah bah, je vais te dire là, mais je saurais pas forcément. C'est quelque chose qui, moi, en tout cas, m'interroge beaucoup parce que c'est l'inconnu complet. Euh, et donc, ça me fait penser un petit peu à cette époque du cinéma muet au parlant, où il y a des réalisateurs et des comédiens qui n'ont jamais franchi le cap. Et si nous, on en arrive à devoir utiliser l'intelligence artificielle de façon très prégnante et régulière dans les films, est-ce qu'on va tous passer le cap? Je sais pas. Et en même temps, est-ce qu'on va en arriver là? Parce que là, ta question, finalement, elle élargit les choses un peu à notre monde. C'est-à-dire qu'on est dans un monde. euh, on est en train de quitter un monde moderne pour aller vers une sorte de monde un peu postmoderniste, pardon. Mais qu'est-ce que c'est le monde postmoderniste? Est-ce que c'est justement avec plus ou moins de technologie? Euh, On est dans un donc tout est entre-deux qui se ouvert. décide pas en fait, hein, pour l'instant. Exactement. Ouais, c'est clair. Tout est ouvert. Et la question, ouais, forcément, je suis un peu obligé de te la poser, mais parce que elle est reliée à l'actualité aussi, parfois tristement, mais le cinéma, c'est quand même et l'audiovisuel aussi d'ailleurs, et c'est un milieu assez patriarcal, on va pas se Ouais. mentir. Il y a quand même peu de réalisatrices en France, Mm. même si on constate une légère augmentation du chiffre. Je crois que les derniers chiffres du CNC, c'est qu'on est passé de 21 à Mm. 26% de réalisatrices. C'est pas non plus un bond énorme. Est-ce que toi, tu as ressenti qu'en tant que femme, c'était plus difficile d'émerger à ce poste-là? Ah ouais, complètement. En fait, quand j'ai démarré, c'était pas du tout une question que je me posais. C'est-à-dire que j'ai entendu beaucoup d'interviews de réalisatrices qui disaient que
pour elle, le fait de ne pas avoir eu de modèle féminin, c'était compliqué. Du coup, de pouvoir, après, derrière, faire une projection. Pour moi, pas du tout. Je me suis complètement projetée dans les réalisateurs masculins que je voyais et jamais j'ai vu de problème à ça. Par contre, quand je me suis arrivée sur le terrain, ouais, je me suis vraiment heurtée par moments au fait que, enfin, au paternalisme, au sexisme. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Mais j'ai aussi été défendue par des hommes, de la même manière, et soutenue. Donc c'est pas sur tous les projets, mais ça m'est arrivé, ouais. De façon très désagréable. Et souvent, ça nous pourrit notre travail, en fait. Parce que du coup, on passe tellement d'énergie à rester debout, à lutter contre ces moments-là difficiles, que du coup, c'est notre travail artistique qui en pâtit. Puis après, c'est toujours facile derrière de dire: ah bah ouais, bah je l'avais dit que en fait, Peut-être voilà. elle n'était pas si bonne que ça, hein, parce que c'est une femme, évidemment. Voilà. Ouais, c'est un cercle vicieux, en fait. Ouais. Ils veulent à tout prix avoir raison, donc du coup, ils font en sorte de saboter la planche, enfin, Oui, savonner puis la c'est planche un plutôt. truc de. Je pense que chez certaines personnes, c'est même pas un truc qui est très conscientisé. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, c'est des gens qui fonctionnent comme ça et y a rien à faire quand tu es en face de ces gens-là, de toute façon. C'est très compliqué. Est-ce que tu entrevois des solutions aujourd'hui pour ça, à ton avis? Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place progressivement. Quand même, la société a Ouais, changé aussi, de regard surtout. ouais. Même si c'est toujours difficile, hein, on va pas se mentir, tout n'a pas été réglé. Bah, j'ai le sentiment effectivement que c'est en cours. Là, actuellement, c'est déjà les violences sexuelles et qui sont en ligne de mire. Déjà, c'est un peu la priorité, je pense. Et après, sur le sexisme général, je crois que c'est surtout un problème de société, à un moment donné, et qui Oui, doit bien être sûr. pris en charge par les femmes et par les hommes, hein, par tout le monde ensemble. Bah, j'ose espérer que c'est en voie. J'espère comme toi. Et puis c'est vrai que comme c'est un art assez médiatique, tout ce qui est cinéma audiovisuel, on en parle beaucoup, mais c'est bien de rappeler aussi que ça touche tous les milieux Ça touche tous les milieux, et que exactement. c'est pas uniquement Bien ceux sûr. qui sont un peu plus visibles. Tout le monde est concerné en fait. Ouais. Là, je vais te poser une question un peu démoniaque. Tu ne vas pas entendre ma superbe voix de monstre, mais Nolwenn, J'accueille donc Nolwenn. Quelle est ta pire peur en tant que réalisatrice? Ah, c'est un cauchemar que je fais régulièrement. En fait, je suis sur le plateau et j'ai oublié comment est-ce que je voulais mettre en scène. Mais genre, je sais même plus ce qu'on va tourner, je sais même pas ce que c'est que la scène. Et c'est horrible, j'ai une angoisse terrible qui me prend parce que autour de moi, tout va vite et tout le monde veut que ça avance. Et moi, c'est comme si jamais j'étais à poil dans une piscine, en fait. C'est ça. ouais, je vois. Hyper chaud. Je crois que là, l'image a parlé à tout le monde tout d'un coup. Genre, ah ouais, ok. Ah mais c'est hyper angoissant. Je comprends mieux le anxieuse maintenant. Il m'arrive de faire des rêves très étranges, hein, que je ne partagerai pas ici, mais en vrai, ouais, celui-là est pas mal quand même sur l'échelle Il est de atroce, hein. l'anxiogène, hein. Ah ouais, en tout cas, j'espère que c'est un rêve pas prémonitoire, au contraire, qui par anticipation contre ces peurs-là, en fait, que ça se passe mieux que ça. Oui, 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 ça m'est jamais arrivé. C'est bon signe, c'est bon signe. Avant de poursuivre, je voulais te poser une question par rapport à ta filmographie, parce que bah, tu es repassé au court-métrage, en fait, à un moment Ouais, donné, après avoir fait un long-métrage et ouais. un unitaire, et je voulais savoir si c'était par goût ou si c'était par nécessité, en fait, de tourner aussi. Et c'était vraiment par nécessité parce qu'en fait, comme mon second long métrage dont je parlais tout à l'heure est tombé à l'eau, il y a un moment donné, donc après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai mis toutes les forces que j'avais en moi en action. Et je me suis dit, personne ne va décider pour moi de mon avenir et voilà, si j'ai envie d'arrêter un jour de réaliser, c'est moi qui dois le choisir, c'est pas le système, c'est pas quelqu'un. Donc je vais y retourner. Voilà. Ça a été, heu ça a été mon gros leitmotiv. Et puis du coup, j'ai développé un projet au Groupe Ouest qui pour l'instant n'est pas encore prêt. Mais en parallèle de ce projet, surtout, je me suis dit: «Je vais refaire un court». Parce qu'il vaut mieux que je reparte en financement avec un court-métrage qui a bien fonctionné, plutôt qu'avec un long-métrage qui a fait très peu d'entrées en salle et qui finalement, me coule quand on regarde les chiffres, quand les chaînes télé regardent les chiffres, quoi. Donc du coup, je me suis mise à écrire, Mauvaise troupe et je me suis accrochée pour le faire et au moment, en fait, où j'ai eu les premiers financements, c'est là que en fait, le film Arte, on me l'a proposé. Donc c'était hallucinant parce qu'en fait, pendant 8 ans, j'ai pas tourné, et d'un coup, j'avais 2 films à faire en même temps.
Donc il a fallu du coup que je repousse le court-métrage pour faire le film Arte, pour faire Les Héritières. Voilà. C'est drôle. Et c'est là que je dis que j'ai pas eu de chance pour mon long, mais que j'ai eu beaucoup de chance du coup après. Voilà, mais après, je l'ai travaillé pour que ça m'arrive. J'ai travaillé beaucoup. Oui, ce j'ai n'est beaucoup pas arrivé écrit. par hasard non plus. Voilà. J'ai pas attendu chez moi non plus dans mon fauteuil. Ça peut être le cas des fois, hein. On ne juge pas ceux qui le font, hein. On a tous nos moments de faiblesse, on va dire. Et ben, maintenant, Nolwenn, on va parler un peu plus de préparation Ouais. en fait, de tournage. On a parlé un peu d'écriture, du désir de film. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans du concret. Tu nous parlais des moodboards que tu prépares avec ton chef opérateur, enfin avant de lui communiquer, puis après que tu travailles avec lui. Mais quelle forme prend ton découpage en fait? Est-ce qu'il est écrit, très détaillé ou pas détaillé? Est-ce que tu fais des storyboards? Est-ce que tu travailles avec des photos, des dessins? Moi, il est écrit en fait. Voilà, sur un document Word de façon extrêmement basique. Non, il est écrit et à côté de ça, j'ai des photos d'atmosphère vraiment. Et en plus, ce que je fais systématiquement pour le coup, c'est des plans, des décors. Donc j'ai besoin d'un temps de prépa dans les décors dès que c'est possible et où je travaille tous les déplacements de mes personnages en amont et je place dessus aussi sur ce plan voilà, ma caméra, mes mouvements de caméra en parallèle. Tu fais des plans au sol en fait, Ouais, des détaillés? plans au sol, ouais. Mais du coup, est-ce que tu les fais? Enfin, pas au sol, pardon, pas au sol, dans le lieu, mais je dessine le plan du lieu. Oui, oui, c'est ce que Ah j'appelle oui, un plan voilà, au sol, ouais. Un dessin basique et tu déplaces exactement. la caméra, les personnages. Mais du coup, est-ce que tu le fais avec les comédiens, ça? C'est-à-dire, est-ce que tu fais déjà une mise en place, une mise en espace avec eux? Ou est-ce que c'est juste quelque chose que tu t'imagines en te déplaçant toi dans le décor, en le visitant, en le Non, projetant? alors effectivement, c'est moi dans le décor parce que il y a quelque chose aussi que j'aime bien faire, c'est me mettre à la place du comédien et comprendre ce que je lui demande. Parce que parfois, c'est pas possible. Et donc, C'est on est vrai. là, on demande fais ça, fais ça, fais ça 3 fois. Et en fait, le comédien, il y arrive pas. Au lieu de se dire c'est de la mauvaise volonté, en général, je teste avant, comme ça, puis je m'imprègne de quelque chose aussi du personnage. J'aime bien faire ça. C'est intéressant. On Voilà. reviendra sur la direction d'acteur un petit peu plus tard. Et du coup, comment est-ce que tu communiques tes intentions à ton équipe au-delà du découpage, du mood board? Est-ce que en prépa, tu leur fournis d'autres documents? Je sais pas, tu parlais notamment beaucoup des émotions. Est-ce que tu fais une sorte de cahier des charges émotionnelles du film ou de ce que tu veux exprimer à travers lui? Non, pas du tout. Mais par contre, quand même, globalement, les chefs de poste avec lesquels je travaille, c'est des gens qui fonctionnent comme moi. Sur mes propres projets, en tout cas, j'essaie de prendre des gens qui vont être à l'affût des sensations, de ce que va procurer, par exemple, un décor quand on le voit, sans être, en étant dans une sensation générale et pas forcément en étant très technique. Et mes chefs-op, c'est pareil, c'est des gens très très sensibles en général, qui parfois font de la photo à côté, font d'autres choses à côté, où je peux voir du coup leur travail aussi d'une autre manière s'exprimer, qui leur correspond plus à eux dans la vie. Et donc du coup, il y a un langage commun qui est là tout de suite, sans que j'ai besoin d'essayer d'expliquer ce que je ressens, puisque en général, la personne qui est en face de moi, elle ressent à peu près les mêmes choses du coup. Ouais, en tout cas, c'est vrai que sur Les Héritières et sur mon court-métrage Mauvaise troupe, c'était vraiment le cas. Je vais aborder un truc dont on ne parle pas suffisamment à mon sens, voire pas du tout, hormis quelques réalisateurs qui le font d'eux-mêmes, mais c'est très physique un tournage. Ouais, On n'a pas l'impression, on se dit, on a non, c'est cette très image physique, ouais. d'Épinal du réalisateur assis dans sa chaise qui donne des ordres un peu Ouais. loin, mais en fait, un physique, c'est super. Enfin, un tournage, c'est super physique, un physique, c'est super. Ok, un tournage, c'est très physique, je reprends dans l'ordre. Est-ce que tu te prépares physiquement avant un tournage? Alors, je me prépare pas spécifiquement physiquement avant le tournage, mais j'essaye au quotidien d'entretenir ma forme physique. Alors, à part dans des périodes comme en ce moment où je suis en plein rendu de scénario, où je suis assise sur ma chaise à boire du coca pour tenir le coup. Sinon, non, je fais du sport toutes les semaines et j'essaye de manger correctement quand même. Ce qui est la base pour la préparation physique, en fait. Ouais, t'as raison. Exactement, mais de toute façon, moi en plus, c'est d'autant plus poussé à l'extrême sur certains de mes films que j'ai des films sur lesquels je suis très en mouvement et l'équipe est très en mouvement. Particulièrement dans les 2 films que je viens de citer et Mm. surtout sur Mauvaise troupe.
J'ai toute la journée autour du cou mon retour. Je le lâche jamais et on court. Des fois, je cours derrière la caméra pendant que la caméra court elle-même. Donc, effectivement, je suis pas assise derrière un combo dans une autre pièce, en fait. Je suis plutôt très en action avec ce qui est en train de se passer, sauf sur une série comme Face à Face où je suis obligée d'être dans un processus filmique différent. Mais voilà, on pourra en parler Ouais, avec après. plaisir. Et pour ceux qui ne savent pas, celles et ceux qui ne savent pas, un retour vidéo autour du cou, c'est très lourd. Et à la longue, c'est vraiment compliqué. Est-ce que tu fais une préparation mentale aussi, méditation, des choses comme ça, ou juste pour des questions de concentration, tu vois, ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement ça va? Parce que la fatigue mentale, c'est parfois pire que la fatigue physique en tournage. Non, en fait, je fais pas une préparation spécifique, mais après, bon, bah, je veille à mon hygiène mentale au quotidien, donc ça va de pair avec, ce qu'on pourrait appeler la façon dont je m'entretiens physiquement. J'essaye de faire attention un tout petit peu à moi, à certains moments pour, ouais, pour être en forme quand je vais tourner. Et je reviens sur la prépa, et quel rapport est-ce que tu entretiens avec tes productrices ou tes producteurs à ce moment-là? Et bah, ça dépend complètement du projet. Alors par exemple, il va y avoir, une série comme Face à Face où là je suis, une réalisatrice quelque part qui prend la suite d'un autre réalisateur puisqu'en fait c'est jamais les mêmes réalisateurs. On est là pour plusieurs épisodes et puis après on repart sur d'autres projets, et où là, il y a un rapport, qui est vraiment bon, évidemment, on évoque évidemment toutes ces problématiques classiques qui vont être, comment réduire au maximum, le le plan de travail qui déborde évidemment toujours. Mais après, au-delà de ces questions-là, il y avait beaucoup sur Face à Face, je demandais quand même des précisions artistiques sur, qu'est-ce que je ne dois pas rater au niveau de l'artistique, ce à côté de quoi je ne dois pas passer? Voilà, c'est pas une question de Mmh. rater, mais il y a quand même des choses dans l'imagerie d'une série, hem, dont même si je pouvais me les approprier complètement, il y avait quand même des petits rappels nécessaires par moment. Donc ça, je vois que enfin, ça a été vraiment un enjeu de discussion avant le tournage, mais aussi pendant le tournage, après avec les rushs. À la fois, j'avais envie d'apporter une élégance, j'avais aussi envie d'apporter par moments, quelques sensations là où je pouvais, mais il fallait quand même que j'arrive à restituer une atmosphère qui était connue, que je fasse pas tout, tu vois, à l'épaule, en partant, comme j'ai fait Mauvaise troupe. Ça aurait été complètement, incohérent. Et puis sur un film, par exemple, bah, comme Mauvaise troupe, c'est un rapport très différent parce que mes producteurs, je travaille avec eux depuis la naissance du projet. Là, en l'occurrence, en plus, c'est des producteurs que je connais très bien, c'est aussi des amis. Donc je vais plutôt les appeler quand j'ai quelque chose qui va me tracasser ou dont j'ai besoin de parler. C'est un rapport qui est un petit peu plus intime, hein, dans ces cas-là. Où j'ai le sentiment qu'il y a un problème ou peut potentiellement, quelque chose qu'on est en train de mettre en place auquel je crois pas trop, mais je suis pas sûre, ou aussi je peux avoir tout simplement un moment donné un désaccord avec, par exemple, un directeur de production dont il faut pas qu'on parle tous ensemble pour éclaircir les choses. Voilà, c'est plutôt des choses comme ça. Voilà, j'ai un rapport plus intime sur des projets que j'ai construits depuis plus longtemps avec le producteur et qui va être aussi beaucoup plus technique sur un projet sur lequel j'arrive, comme technicienne pure et dure, quoi. Ça paraît naturel, et du coup, je reviens sur ce tournage de série, parce que j'imagine il y a une sorte de bible artistique quand même à respecter. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une transmission, un passage de relais entre réalisateurs d'épisode à l'autre, ou est-ce que vous vous croisez juste pas? Alors là, c'est un petit peu particulier parce que c'est une série double plateau. Donc en D'accord. fait, on est 2 réalisateurs en même temps et on tourne avec 2 équipes, mais on a le même directeur de production, le même régisseur et les mêmes comédiens. Donc il y a une espèce de complexité générale à gérer une forme de double planning. Là, il faut pas qu'on soit en retard, il faut pas qu'on déconne en tant que réalisateur là-dessus, parce qu'on peut mettre l'autre dans l'embarras ou on peut empêcher un comédien de déjeuner ou voilà, on peut créer des situations de tension assez rapidement en fait. Et donc là, j'étais avec un réalisateur, on avait chacun 3 épisodes en même temps, donc un réalisateur qui s'appelle Lionel Chaton et qui lui avait déjà réalisé 2 épisodes sur la session précédente, en parallèle d'un autre réalisateur. Donc en fin de compte, comme il était là, qu'il était fort sympathique et qu'il était prêt à communiquer, on s'est vachement appelés et je lui ai posé des tas de questions, pour, bien me positionner.
Et puis aussi bien me préparer parce que je trouve ça très angoissant quand on arrive sur un plateau avec des comédiens qui se connaissent tous déjà, qui ont l'habitude de tourner ensemble. Euh, Nous, on est le nouveau en fait dans la classe. C'est ça, tout le Donc, monde te regarde, tout le monde attend quelque chose de toi. et puis tu te dis, bon, tu sais pas si tu vas être regardé avec bienveillance ou si jamais c'est des gens pas sympas qui sont là, qui vont te juger. Bon, là, il se trouve que c'est vraiment une équipe formidable. Donc, j'ai été accueillie à bras ouverts et avec beaucoup d'ouverture sur ce que je pouvais apporter de moi sur la série. Et Lionel Chaton, qui travaillait d'une manière différente, il a vécu les choses, je crois, comme moi, à ce niveau-là. Et donc, avec des comédiens qui ont vraiment aussi, qui font l'effort malgré la fatigue, parce que pour eux, c'est des journées très, très denses, puisqu'ils ils tournent parfois 6 épisodes, quasiment, presque sur 6 épisodes différents la même journée. Hein. On est quand même dans C'est un chaud. rythme très, très chaud. Ouais, c'est très, très chaud. Et en tout cas, voilà, qu'on fait l'effort d'accepter des techniques de travail très, très différentes. Même si, du coup, ce qui est drôle, c'est qu'avec Lionel, il y a des moments où toi, tu fais comme ça, bah moi, je fais comme ça. Ah bah tiens, moi, je vais faire comme toi. Et en fin de compte, c'était génial parce qu'en fait, on s'est donné, je pense, des petits tips par moment ou qu'on a pris l'un à l'autre aussi. En se Finalement, disant, il y oh, avait tiens, une je vais essayer. émulation, en fait. C'est ça. Complètement. Mais après, Lionel, c'est un réalisateur qui vient vraiment de la télé, puisqu'à la base, je crois même qu'il vient de l'assistanat réel, mais il y a un vrai désir aussi créatif chez lui qui faisait qu'on aimait bien parler de création, en fait, alors qu'on n'était pas forcément sur la série au départ. J'ai un peu digressé. J'ai trouvé ça très bien. Non, mais c'est bien de partager ce retour d'expérience parce qu'on ne se l'imagine pas forcément. Et puis, comme tu le dis, c'est un dispositif particulier. Donc Ah c'est oui, là, intéressant vraiment. Ouais. de comprendre comment ça peut fonctionner. Enfin, c'est déjà un peu un miracle en soi. Moi, je suis un ancien assistant réalisateur. Donc, je suis en train, en même temps que tu le décris, tu vois, dans ma tête, je me dis waouh, 2 plateaux, l'enfer. Ouais. Donc, 2 réals et tout. Waouh. Mais bon, c'est assez prodigieux. Ouais. Je vais revenir à des questions sur le tournage, justement, plus particulièrement, et surtout des questions très pragmatiques. Je pense que tu as partiellement répondu avec les rêves que tu fais et le fait que tu sois anxieuse. Mais comment est-ce que tu dors la veille d'un tournage? Je dors hyper bien, en vrai. Comme quoi, Non, tu en vois. fait, moi, je suis anxieuse quand les choses, elles sont pas là. Et parce que je me projette dans quelque chose qui n'existe pas, ou quand j'ai peur qu'elle se fasse pas. Ça, c'est terrible. Hmm. Mais non, quand le tournage est là, je dors très, très bien. Tout le temps. Je fais pas ces fameux cauchemars. C'est bien, c'est bon signe. Est-ce que tu as des rituels ou des superstitions particulières sur un tournage? Genre, tu as un gris-gris sur toi? Ou tu as, je sais pas, un geste que tu aimes bien faire ou tu aimes bien ouvrir ton tournage par quelque chose? Alors non, pas particulièrement. En fait, tant que je suis entourée de gens qui sont dans la bienveillance, en qui j'ai confiance, je suis plutôt très sereine, en fait. Enfin, voilà, le plateau, c'est aussi mon endroit et donc quand je suis là, je suis bien, à moins vraiment d'être avec des gens toxiques, mais heureusement, ça arrive pas si souvent. Donc la majorité du temps, vraiment, je suis plutôt très, très heureuse en tournage. Par contre, il y a un truc qui m'arrive qui est un peu pénible à gérer, je pense, pour les autres, c'est que je perds toutes mes affaires. Et là, je j'en fais plus exprès, c'est que je suis dans une telle concentration Ah oui, c'est normal. Tu laisses là où je traîner des trucs suis, partout. mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et ça peut aller assez loin. Je peux aller, perdre des clés de chez moi, voilà. C'est un peu plus problématique que sa bouteille C'est d'eau, très quoi. Ouais. problématique, ouais. Il faut un assistant ou une assistante qui Bah, te suit. écoutez, là, le Pour, dernier tournage, tout le monde m'a dit: «Il faut que tu t'achètes des trackers là pour tes Ah affaires oui, et qu'on en d'Apple colle pour. Partout», voilà. Écoute, c'est Mais peut-être une tout le monde solution. par contre, ce qui était super sur mon dernier tournage notamment, c'est ils s'étaient tous briefés les uns les autres, ils ont été adorables et en fait, ils avaient repéré mes affaires et en fin de compte, à la fin, je demandais même plus, quelqu'un me ramenait tout le temps ou retrouvait mes trucs, ils se passaient le message entre eux: «Il y a la doudoune de Nolwenn qui est perdue, non, c'est pas la noire, c'est la blanche aujourd'hui», enfin voilà. Et Un ils ont petit été appel vraiment Toki. sympas. Oui, j'ai la doudoune de Nolwenn en loge 4. Bah justement, en parlant de perdre tes affaires, c'est une superbe transition, sans le savoir. Qu'est-ce que tu amènes avec toi sur le plateau? Alors, ça, je ne les perds jamais, c'est mon scénario et mon découpage technique. Alors mon découpage, je suis parfois un peu, il y a des choses que je fais à l'ordinateur, mais tous mes petits plans, tout ça, je suis un peu à l'ancienne. J'ai un carnet avec moi et donc j'ai mon carnet et voilà, j'ai tout ça qui ne me quitte jamais. Tu n'es pas seule à l'ancienne, je te rassure.
si tu amènes un sac sur le plateau avec Ouais. toi, est-ce que c'est plutôt en ambiance, je pars en trek solo dans les Pyrénées pendant 15 jours, ou je vais braquer la table régie, c'est bon, j'ai la main dans les poches? Ah écoute, j'évite la table régie à tout prix, mais il faut pas non plus que j'ai trop de trucs dans mon sac. Mais là, c'est pareil, tu trouves toujours des régisseurs qui t'adorent et qui ont repéré le jour où tu mangeais un truc et après ils te l'amènent à chaque fois, de façon absolument adorable et donc bon, voilà, finalement tu te retrouves à manger quand même. Dédicace à tous les régisseurs, merci à vous. On vous voit aussi hein, quand vous repérez ce qu'on aime bien et que vous venez nous l'apporter tout le temps, hein. On va vous envoyer la facture du diététicien après. Et du coup, tu es plutôt plateau calme et silencieux ou effervescent et joyeux? Eh ben écoute, je dirais c'est un mélange des 2. C'est-à-dire que ça dépend de ce que je vais tourner, ça dépend aussi du tournage et de l'équipe. Moi, en général, c'est vrai que je suis très, très concentrée. Néanmoins, si jamais il y a quelqu'un qui est un peu déconneur, je peux vite, me laisser tenter. Donc en général, c'est Tu essaies de te discipliner toi-même, de ne en pas fait, tomber dedans? je suis naturellement disciplinée, hein, quand je suis en plateau. De toute façon, c'est tellement important, c'est tellement compliqué de monter ces projets que je peux te dire que le jour où je suis sur un plateau, il y a pas grand-chose qui dépasse en général. Mais néanmoins, voilà, travailler dans la bonne humeur et dans la gaieté, c'est quand même toujours agréable. Donc voilà, quand il y a certaines énergies ensemble, on peut passer d'un plateau, calme et concentré à un plateau calme, concentré qui rigole. Voilà, Moi, c'est ce que j'appelle déconner sérieusement. Tu vois? voilà, C'est c'est que très tu peux bien quand dit. même très bien travailler en ayant une bonne ambiance, mais il faut aussi savoir s'arrêter pour quand il Ah faut oui, par contre, oui. rattraper le truc, Ouais. quoi. Je t'avais demandé de préparer cette question. Tu sais qu'elle n'est pas forcément évidente, mais comment est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type sur ton plateau, dans les grandes lignes? Ouais, dans les grandes lignes, alors c'est pareil, ça dépend du film. Parce que selon les films, mes process ne sont pas toujours tout à fait les mêmes. Je peux te parler très rapidement de Mauvaise troupe, parce que Ouais. là, c'est très particulier, parce qu'on avait 2 enfants. Et donc, je voulais absolument garder leur fraîcheur. Et par ailleurs, de toute façon, on est obligé de faire des journées très courtes en raison des horaires de la DAS. Donc là, en fait, nous, l'équipe, on se préparait en amont. On était prêts quand ils arrivaient sur le plateau. Ils débarquaient de la voiture, ils venaient directement sur le plateau. Là, on faisait une mise en place. Ils partaient s'habiller en sachant que y a pas de maquillage, hein, comme c'est des petits, y a pas grand-chose à faire. Donc on pouvait vraiment mettre en place, enfin faire des mises en place. Et ça, c'était vraiment top. Et puis voilà, on terminait de se préparer pendant qu'ils s'habillaient et ils arrivaient, on tournait direct. Je faisais pas de répète, je faisais rien. Et parfois, je cherchais beaucoup ma mise en scène, même en tournant. Comme je tournais qu'en plan séquence. C'était un process très particulier où je tournais plusieurs plans séquences qu'après on montait ensemble. Du coup, je cherchais parfois vraiment en tournant. Et quand je sentais qu'il y avait la scène qui était là, je bloquais entre guillemets les choses au niveau des comédiens. Je leur disais, ok, c'est ça qu'on fait. Et parfois, oui, bon, c'est ça, mais avec ce truc-là d'avant là. Et ce qui était assez compliqué d'ailleurs sur ce tournage, du coup, parce que j'avais pas de script. J'ai voulu faire une expérience sans script pour vraiment comprendre ce que je pouvais dépasser sans, mais aussi là où je pouvais pas m'en passer. Et du coup, c'était une expérience assez intéressante, mais qui me demandait un peu au niveau du cerveau de me dédoubler, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Dédicace à nos amis script, on sait à quel point vous êtes Vous êtes nécessaire importante et et importante. Ouais. nécessaire, ouais. Mais je trouve que c'est une expérience intéressante pour pouvoir justement en tester les limites aussi. Ah oui, bah là, je les ai vus, c'était même pas uniquement par rapport à moi, mais même par rapport à l'équipe, en fait. Hmm. Finalement, en fait, c'est vraiment notre double cerveau à plein d'endroits pour indiquer des choses, même en déco quand on arrive, voilà. Et donc sinon, pour répondre à ta question de façon un petit peu plus large, dès que je peux, je fais une mise en place, en gros. Mais je peux pas tout le temps. Donc des fois tu tournes directement, ou Bah, tu je passe répètes par et tu des tournes. répètes, Ouais. ouais. Alors question pas forcément évidente. Comment est-ce que tu décides de l'endroit où tu vas placer ta caméra? Eh ben, en fait, c'est toujours par rapport au personnage. Autrefois, je travaillais pas comme ça. Quand j'ai fait mes premiers cours et mon premier long, je pensais beaucoup plan et les personnages venaient s'inscrire dedans. Et puis, j'étais pas contente de plein de choses sur mon premier long. Et du coup, je me suis dit, non, mais en fait, je dois changer complètement, repenser complètement mon process de réflexion. Puis, j'avais pas pu faire en plus après pas que j'aurais aimé avec mon chef-op. Donc, ça a beaucoup joué. Et je me suis dit, je dois aussi emmener avec moi un chef opérateur dans ce process de mise en scène. Parce que je veux que le chef opérateur, il soit aussi convaincu que c'est le personnage qui doit le guider. Je vois Donc, ce que tu veux dire. pour Ouais. moi, c'est tout important. ça. Et je la place aussi rapport à la lumière. Ça, c'est la deuxième chose. Mais rapport à la lumière naturelle.
parce que j'aime beaucoup travailler avec un maximum de lumière naturelle et pas de projecteur partout dans les pattes. Donc, à part comme une série sur Face à Face, où je suis obligée d'accepter un process tel qu'il est, sur les héritières et sur Mauvaise Troupe, on n'a pas de projo, en fait, dans les pattes, quoi. Tout est dehors ou en hauteur, ce qui donne une liberté incroyable, en fait, aux comédiens et aussi à la personne, du coup, qui cadre et qui va le suivre, quoi. Ah bah là, il n'y a pas d'entrave de mouvement, quoi. Donc tu peux Exactement. vraiment y aller, quoi. Et justement, tu parlais de ton premier long métrage, donc je rappelle le titre, Des morceaux de moi. Il y a un dispositif de mise en scène, justement, qui est assez intéressant, c'est que l'héroïne elle-même, Ouais, qui est interprétée par Adèle Exarchopoulos, se filme avec une petite caméra ouais. DV. Et je me demandais, en revoyant le film, comment ça se passait concrètement sur le tournage pour décider quand est-ce qu'on passait à la DV. Est-ce qu'elle cadrait elle-même? Est-ce que tu l'as dirigée dans cet acte-là, ou c'était quelque chose que faisait ton chef opérateur, Bah, en justement? fait, c'était très écrit. Donc, c'était déjà au stade du scénario, je savais où est-ce que je voulais de la DV et je savais où est-ce que je voulais que ce soit. Bah, pour le coup, c'était la pellicule. Voilà, donc C'est ce qui me du semblait. Super 16, voilà, qui n'était pas du tout le format dans lequel je voulais tourner. Moi, je voulais tourner en 35. Et ça a vraiment fait partie des gros regrets du film, puisqu'après, il a fallu qu'on retrouve des. Je me suis retrouvée malheureusement avec 2 formats visuels qui se ressemblaient trop. Hmm. Et après, il a fallu du coup abîmer la DV pour réussir à retrouver une différence entre les 2 formats. Ça a été vraiment très, très compliqué. Ouais, c'est marrant. Parce que moi, j'ai tout de suite repéré que c'était du Super 16 parce que j'adore le grain particulier que ça génère. Et je me suis dit, Ouais. mais est-ce que ça a vraiment été tourné en Super 16, tu vois? Si Et c'est c'était le vrai qu'on cas, ne le mais sent pas c'était. forcément tout le temps. Et comme tu le dis, cette différence n'est pas si évidente Non, ouais, entre ouais. les En refs, fait, hein. c'était encore. On était vraiment dans cette époque du passage de l'un à l'autre, en fait, de la pellicule à, Au numérique, quoi. au numérique. Ouais. Et il y avait du coup les 2 films, enfin les 2 types de films qui existaient, sauf que à l'époque, tourner en numérique, ça coûtait encore très cher. Et puis voilà, moi de toute façon, je voulais faire un film en 35. Bon, je l'ai pas encore fait. Pas encore. Voilà, je l'ai pas fait en tout cas, parce que j'ai fait tous mes films du coup en Super 16 et je ne voulais pas du Super 16. Je savais que ça n'était pas du tout ce que je voulais comme image, sauf qu'à un moment donné, bah, j'ai été un peu le couteau sous la gorge en prépa. Quand voilà, on taillait dans mon scénario de tout l'écouter pour tourner et j'étais déjà bien malheureuse. À un moment donné, j'ai cédé là-dessus, mais ça m'a posé problème pendant tout le long du tournage parce qu'en fin de compte, t'as pas du tout la même profondeur de champ. Hmm. Je pouvais pas forcément faire les plans que je voulais, donc ça a été une frustration énorme. Ouais, je comprends. C'est pas évident, hein, de conjuguer avec ça. Et pour rester sur les caméras, notamment les objectifs, est-ce qu'il y a des focales particulières avec lesquelles tu aimes travailler? Alors en général, j'ai une focale qui correspond maintenant hein, dans ma nouvelle, enfin, dans la façon dont je travaille depuis Les Héritières, enfin depuis mon long pas fait d'ailleurs, parce que finalement ce film pas fait, je l'ai beaucoup pensé et avec un chef-op aussi. Donc en fait, ça dépend du. Je m'adapte en fait au personnage et à ce que je souhaite du personnage et je choisis la focale en fonction de ça et j'ai une focale de ref. Donc c'était un 40 il me semble pour Les Héritières et c'était un 25 sur Mauvaise Troupe. Voilà, parce que comme c'était des enfants que je filmais sur Mauvaise Troupe, je voulais quelque chose qui pouvait représenter un peu leur univers vu de façon légèrement plus large que notre œil. Oui, puis tu as un Voilà. décor de voiture, ce qui est Et j'ai loin en d'être plus un évident. décor de voiture, ouais. Et en termes de format de cadre, justement, est-ce que tu en as un que tu préfères? Qu'est-ce qui dicte le choix de cadre pour chaque film? Écoute, j'ai pas un format que je préfère, mais pareil, encore une fois, je crois que c'est beaucoup lié à une forme de sensation visuelle que j'ai envie de donner. Alors, Mauvaise Troupe, j'aurais aimé le tourner en scope, mais c'était pas possible sur le moment. Néanmoins, je crois que j'ai quand même réussi à retrouver ce que je souhaitais avec le format que j'ai eu. Donc, j'ai pas de préférence. C'est très bien de ne pas avoir de préférence aussi. Et sur le plateau, tu me disais, je suis très concentré, très préparé. Est-ce que tu as quand même une part d'improvisation dans ton process ou pas du tout? Alors complètement, parce que notamment quand je travaille de cette manière-là, où je fais des longs plans séquences avec des personnages en mouvement, justement la part d'improvisation pour moi, c'est là qu'elle est. En fait, elle est contrôlée. En fait, elle peut pas s'échapper n'importe où. Mais c'est là qu'il se passe des choses de l'ordre de la vérité qui, moi, me parlent et que j'essaie toujours d'amener dans mon cinéma. Mais c'est beaucoup en laissant une forme de liberté aussi à l'acteur dans l'endroit dans un endroit qui lui appartient, vraiment à lui.
Et puis des fois, il y a le chef-op, je lui laisse aussi une liberté à certains endroits aussi. Donc parfois, je lui parle quand je vois des choses. Sur l'instant, je dis, fais ça ou mets-toi là pendant qu'on tourne. Donc les ingé sons sont habitués à ce que je puisse parler. Et puis à d'autres moments, je laisse complètement vivre, quoi. Et est-ce que tu te couvres beaucoup? Alors je précise pour nos Ouais. auditeurs et auditrices, se couvrir, ça serait donc tourner une même scène ou un même plan sous différents angles pour pouvoir garder des choix au montage. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais beaucoup? C'est dépendant des scènes ou au contraire, tu parlais beaucoup de plans séquences. Tu te dis, c'est cette manière-là et on s'en déroge pas. Alors, on va dire que je me couvre de façon raisonnable. C'est-à-dire que bon, il y a des séquences, évidemment, on se dit, bon, bah là, c'est une séquence qui a beaucoup de techniques, qui est compliquée. Tu vois, je pense par exemple à la séquence du battle dans Les Héritières. Là, je Hmm. m'étais bien Ouais. couverte, par Ah exemple, ouais. parce qu'il fallait qu'il y ait une rythmique de montage, etc. Il y a des fois, je sais que j'ai pas le temps. Donc, des fois, je me couvre très, très peu. Mais avec l'expérience, la petite expérience maintenant que je commence à avoir, je sais quand même toujours en tournage quand est-ce qu'il faut que je fasse un plan ou quand est-ce que je peux l'abandonner. J'aimerais parfois avoir cette forme de liberté, d'exploration, dont par exemple a parlé Justine Triette sur Anatomie d'une chute. J'aimerais pouvoir me couvrir plus, mais pas tant pour me couvrir, juste parce que d'avoir plus de temps pour tourner, je suis pas obligée d'être dans des choix radicaux de tournage, mais je peux explorer des personnages, je peux explorer des axes dont je ne suis pas sûre en fait qu'ils fonctionnent, ou peut-être qu'ils vont me servir juste sur un plan, mais que ça va nourrir beaucoup ma scène. J'espère un jour pouvoir faire un film de cette manière-là, mais mes budgets et mes temps de tournage ne me le permettent pas, et je me retrouve, même sur Face à Face, il y a des fois je me suis retrouvée, j'avais une prise, hein. Honnêtement, Ah ouais. tellement c'était chaud en temps, après je savais qu'elle était bonne, je savais où j'allais à ce moment-là, mais enfin une prise et après j'ai plusieurs plans, hein, donc attention, je peux quand même monter. Mais il y a des moments, ça m'est déjà arrivé, ouais, d'être très peu couverte, mais maintenant je sais quand c'est foireux ou pas, en vrai. Oui, c'est pas devenu une angoisse en fait finalement. C'est plus Non, un instinct de se dire, oui. ok, là, je sais que ça va le faire, quoi. J'essaie toujours d'être dans un équilibre entre ce que moi je souhaite en tant que réalisatrice pour l'artistique du projet, quel que soit son niveau d'artistique justement, et aussi les contraintes de production. Je suis assez attentive quand même aux contraintes de prod, mais s'il faut faire une prise, je la fais. Et ça, c'est un truc que je tiens notamment de mon premier long, parce que ça, je vais en parler, c'est un truc... Ah mais vas-y, je J'ai t'en été prie. traumatisée et c'est un truc vraiment qu'il faut vraiment pas faire. C'est j'ai vu des techniciens remballer devant moi alors qu'on n'avait pas terminé de tourner. Ah ouais, non, Résultat, ça se fait derrière, pas, des ça. fois, des fois ta scène, elle est pas montable en fait. C'est un cauchemar ce truc qui m'est arrivé sur ce film. Ça m'est plus jamais réarrivé depuis. Ça ne me réarrivera plus. Ouais, mais ça reste un traumatisme, Mais hein, je comprends. ça a été un traumatisme. Et après, c'était lié à une tension production technicien, très clairement, dont j'étais pas au courant. En plus, que j'ai appris ça le jour où j'ai vu les gens remballer. Ouais, Tu vois, t'es sur le dans un fait, quoi. marasme, toi déjà en tant que réalisateur. Enfin, c'était un marasme pour moi ce jour-là. Et puis d'un coup, je vois tout le monde qui remballe et je me dis putain, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai mon premier qui m'explique, bah ouais, il y a eu des négos de prod et voilà. Et donc ça, c'était vraiment un traumatisme. Donc c'est pour ça que je fais à la fois attention à pas trop, je dépasse pas trop. Parce que je sais qu'il y a des moments où il ne faut pas trop tirer sur la corde, mais il y a un moment donné, quand il faut faire quelque chose, il faut faire notre travail jusqu'au bout, en fait, on le fait, Mm. puis c'est tout, quoi. Mais je suis d'accord, c'est une forme d'engagement. C'est-à-dire que si Exactement. tu es là, bah, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Ouais. Évidemment, on peut aussi être réceptif aux conditions de travail, à ces choses-là, mais ça se fait comme un accord. On est censé fonctionner comme une entité collective, en fait. Voilà, mais après, il faut aussi que, effectivement, de toute façon, que le réalisateur il soit au courant dans ces cas-là des conditions, parce que là, sinon, le jeu est totalement biaisé, en fin de compte. Et là, c'était ce qui s'était passé. Donc, Ah, c'est ce qui nous permet de nous adapter puis d'anticiper aussi, hein. On en parlait un exactement. petit peu avant le podcast, mais Exactement. des fois, les producteurs se disent on va préserver les réalisateurs, on va pas leur dire tel truc, Non, mais au et c'est la plus contraire. grosse connerie à faire, en fait. Exactement, il faut tout dire au réalisateur parce qu'en plus on est force de proposition aussi et qu'il y a un endroit où on sait que le producteur est en galère à un endroit et qui fait son maximum mais qui peut pas, bah, nous on est là, bah, attends mais moi sur telle scène en fin de compte j'ai pas vraiment besoin de ça en vrai, enfin je peux m'en passer, je préfère que tu mets ça et que tu n'aies pas autre chose. Et c'est comme ça que ça marche bien en réalité, un plateau. C'est quand il y a aussi une bonne équipe de production qui discute avec son réalisateur et qui a une forme de synergie dans la triangulaire producteur, directeur de prod et réal. Parce qu'en fait, ensemble, on fait des vases communicants
Et c'est comme ça qu'on arrive, je trouve, à construire la meilleure atmosphère de travail aussi pour une équipe. Et qu'on évite ce genre d'événements traumatisants comme celui que j'ai vécu sur mon premier long. Ouais, tu m'étonnes. Ça fait déjà 2 avec l'arrêt du second long avant la veille de la prépa. Ça fait Ouais. 2 événements traumatisants. T'as vu, ça va mieux quand même J'ai de la depuis. peine pour toi. Oui, non, mais je peux confirmer. Nolwenn est souriante et tout a l'air d'aller bien. Hein, je rassure nos auditeurs qui seraient inquiets pour Nolwenn. Tout va bien. On va parler un peu de casting maintenant. Est-ce que tu t'impliques dans le process de casting ? J'entends par là, est-ce que tu vas dans toutes les sessions ? Est-ce que tu fais appel à un directeur de casting pour faire un pré-tri, entre guillemets, ou un peu de scouting, comme on dit ? Et quand est-ce que tu sais que tu as fait le bon choix d'acteur ? Alors écoute, c'est une bonne question. En réalité, on le sait que quand on est sur le tournage. On en est certain. Heureusement, avant, on a quand même des certitudes, mais la finalité, c'est quand même... en tout cas, pour moi, c'est quand même le moment où je me dis « Ah, en fait, j'oublie ma scène et ce comédien me transporte dans le personnage. » Et c'est le moment qui est pour moi un des plus magiques, en fait, sur un plateau. Et sinon, pour revenir au début de ta question sur le casting, donc j'ai quand même la majorité du temps un directeur de casting au départ, même si... Parfois, j'ai déjà des comédiens quand le projet commence, mais il me manque toujours des rôles. Donc, de toute façon, et la majorité d'ailleurs, quand c'est des projets tels qu'une série ou qu'un unitaire. Donc là, il y a un directeur de casting, effectivement, qui me fait un pré-tri, comme tu disais. Et moi, je viens quand même assez rapidement derrière parce que, regarder des vidéos... c'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin d'une rencontre humaine. Et c'est pour ça que je suis très malheureuse aujourd'hui, parce que depuis le Covid, il y a beaucoup maintenant de castings qui se font en tape. Et puis, il y a certains directeurs de casting qui me disent non, mais si, c'est bien, ça leur enlève l'angoisse de la rencontre. Mais en fait, moi, je préfère avoir quelqu'un en face de moi qui est angoissé, mais chez qui je vais sentir... une sensibilité, je vais sentir qu'on peut s'entendre, et puis je vais sentir aussi une générosité. Et une écoute, parce que c'est aussi ce que je cherche chez un comédien, quoi. Oui, puis tu es avec quelqu'un avec qui tu peux interagir, parce que face à une bande Exactement. vidéo, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Non, Tu es non. face à un résultat, tu sais pas combien de fois ça a été répété. Exactement. Tu peux pas voir comment ça pourrait aller dans une autre direction. Ça peut être frustrant d'ailleurs, parce que tu te dis il aurait pu faire ça, j'aurais pu lui dire de tenter tel truc, il l'a pas fait. Bon bah tant pis. Voilà, et c'est vrai que maintenant en télé, il y a quand même une grosse partie des casts qui se font que par vidéo. Moi, ça m'est arrivé sur Face à Face des comédiens il y en a que j'ai pas pu rencontrer. Est-ce que tu as des comédiens en tête dès l'écriture ? Est-ce que tu écris en pensant à des comédiens pour les personnages ? Alors oui, ça m'arrive même tout le temps, mais ça ne veut pas dire que je vais leur proposer le rôle, justement parce qu'au bout d'un moment, ça peut être tellement le comédien qui pourrait devenir une caricature de lui-même. Oui, ça émousse un peu le désir du comédien. Alors pas forcément le désir, mais en tout cas, parfois je me dis... c'est trop lui. C'est trop lui, ouais. Ouais. On citera pas de nom. Mais vous auriez pu tourner avec Nolwenn Lemelin. Et je voudrais justement qu'on parle aussi de tourner avec des enfants, parce que tu l'évoquais sur Mauvaise Troupe. C'est le cas sur Les Héritières avec des ados aussi. C'est pas n'importe quoi. Non. Quand même, c'est un dispositif assez particulier, notamment quand les enfants sont les siens. Dans Mauvaise Troupe, j'imagine, on peut en parler aussi, c'est ce que ça change. Est-ce que tu fais appel à ce qu'on appelle des coachs d'enfants pour les encadrer, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise, c'est-à-dire de diriger des enfants dans ce côté un peu ludique qu'on peut avoir ? Alors en fait, j'ai besoin d'avoir un ou une coach. Parce que il y a, surtout quand c'est mes enfants. Oui, j'imagine que... Parce que voilà, là, il y avait besoin de remettre une distance entre la maman et la metteuse en scène, en fait. Mais après, il y a quand même tout un temps hors plateau où il faut s'en occuper des enfants. Et voir des petits bouts de choux qui sont tout seuls sur les plateaux, moi, étant aussi maman, pour moi, c'est pas possible. Donc, de toute façon, je fais systématiquement une demande de coach. Mais après, il y a... des coachs comme ça qui font répéter les textes, comme ça, moi, ça, j'ai pas besoin de le faire. Et après, je vois sur Les Héritières, c'était une coach qui n'était pas une vraie coach professionnelle. C'était une fille qui faisait aussi de la régie. Donc, en fin de compte, ça lui permettait aussi de transporter l'enfant, parce que je voulais que ce soit la même personne qui fasse tout. Aussi pour une question de bien-être de l'enfant. Moi, qui a un repère, quelqu'un, qui a un référent, repère, en fait. Et qui soit en sécurité, parce que les petits bouts, on les trimbalait, de technicien en technicien. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. J'aime pas ça. J'aime bien qu'il y ait un sentiment de sécurité sur mes plateaux. Donc là où, en tout cas, où j'ai une possibilité d'agir, et c'était le cas sur ces films-là, j'ai eu des demandes particulières au départ et qui ont été prises très au sérieux à chaque fois par les productions.
Donc, n'étaient pas les mêmes parce que sur Mauvaise Troupe, c'était différent. Il me fallait vraiment un vrai coach enfant en amont pour travailler avec eux parce que j'avais vraiment besoin qu'ils me voient comme une metteuse en scène par moment. Et ça a été ça le plus difficile. C'était de faire La la maman prenait le rupture. dessus. Alors, c'était surtout qu'on faisait au début des répètes à la maison. Au début, je travaillais avec eux à la maison et en fait, il Oui, fallait donc du surtout coup, pas faire ça parce que mon petit qui avait 7 ans, lui, à la maison, il voulait faire des jeux avec sa maman. Il voulait pas du tout répéter les scènes. Et en plus, j'avais pas écrit beaucoup de dialogues pour lui parce que je voulais pas que le mettre dans une situation trop difficile. Seulement, ce que je savais pas, c'est qu'il lirait le texte 2 fois et qu'il connaîtrait tout son dialogue par cœur et que du coup, il serait dans une forme d'ennui à un moment donné. ah oui, Mmh, ça t'a j desservi au final, quoi. Ouais, Un peu. un petit peu et puis bon après, j'ai trouvé comment travailler avec lui grâce à Rémi Allier pour le coup qui est aussi réalisateur, Ouais, tout à fait, les qu'on petites m'a mains. recommandé, voilà, en coach enfant parce qu'il en avait fait un peu et puis du coup qui est venu à mon secours à un moment où, j'étais un petit peu en détresse pour gérer tout ça toute seule et puis je lui ai dit: «Moi j'ai pas envie d'être dans un coaching, en mode militaire et en mode, tu connais ton texte, tu l'apprends, tu le ressors». Je sais qu'il y a des coachs qui fonctionnent comme ça, mais c'était pas tout à fait. Moi, c'est pas comme ça que moi je voyais les choses, et je savais que avec mon petit dernier, je savais bien que ça passerait pas non plus. Donc du coup, je lui ai dit j'ai envie qu'on soit dans quelque chose de ludique. Il m'a dit mais moi j'adore fonctionner comme ça. Et donc la répète qu'on a fait avec Rémi, c'était un foot géant avec Guillaume Gouix et les enfants, l'assistant réal et moi. Voilà, donc ça a commencé comme ça et à partir de ce moment-là, mon petit, m'a dit: «Je t'appellerai plus maman maintenant, quand on va être sur le film. Je t'appellerai Nolwenn». Et du coup, il dormait pas non plus avec moi, il dormait avec leur père, et moi j'étais avec l'équipe. Et puis, le matin, Rémi récupérait les enfants, il leur disait: «Bon, bah, tu vas faire un bisou à ta maman, tu vas dire bonjour à ta maman et après il y a plus de maman». Voilà. Et ça a été géré comme ça, grâce à Rémi qui a été vraiment super. Donc ouais, c'est important de s'entourer des bonnes personnes, comme tu le disais. Exactement, exactement. Et puis, de toute façon, cet encadrement des enfants va être maintenant de plus en plus prégnant et Oui, et obligatoire. heureusement, Et heureusement, parce qu'effectivement, ouais, ouais. c'est quand même très délicat, quoi. Et de manière plus générale, parce qu'on va parler de grands enfants maintenant, comment est-ce que tu diriges les acteurs avec lesquels tu travailles? Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur, la direction d'acteur, au début, ou pas? En fait, ce qui me fait peur, c'est la rencontre avec, l'être humain que j'ai en face de moi parfois, qui peut être impressionnant. Hem, Par exemple, quand j'ai rencontré, Tchéky Karyo, je faisais pas la maline, hein, honnêtement, j'étais à la fois, très, très fière qu'il a accepté de faire mon film, mais à la fois, je me disais: «Bon, il a travaillé avec tellement de grands réalisateurs, est-ce que je vais pas, être, à côté? Est-ce que je vais pas être ridicule? Est-ce qu'il va avoir envie aussi de communiquer avec moi?» Et en fait, il a été vraiment super et en fait, c'est ça, en fait, qui me plaît aussi, moi, c'est la rencontre humaine. Donc c'est vrai que si jamais j'ai quelqu'un, qui se comporte pas bien, c'est plus ça qui va me faire peur en fin de compte que ou qui est tendu ou voilà. La direction d'acteur en elle-même, moi je fais pas des grandes phrases, Très alambiqué. non, je crois que j'essaie de parler, simplement. Je crois pas que je dise beaucoup de choses. En fait, pour moi, ça commence vraiment déjà au moment du casting. C'est-à-dire que quand je rencontre le comédien, quand je le choisis, la façon dont on va se parler et commencer à se faire confiance dès ce casting, pour moi, ça commence là, en fait. Et c'est finalement plus, une mise en confiance que j'essaye de faire et c'est valable avec les adultes, mais aussi avec les ados, mais je trouve ça plus difficile finalement avec des adultes qui ont l'habitude, qui ont éprouvé plusieurs plateaux, qui parfois ont été maltraités aussi, Oui, oui, on ça va pas se joue, hein. mentir. Bien sûr, les expériences passées, elles viennent avec eux aussi, hein, il y a un bagage. Voilà, et donc ce que je dois surtout essayer de faire, c'est trouver le bon langage parce qu'on met pas tous les mêmes mots sur les mêmes choses. Il peut m'arriver d'être maladroite, heu, comme beaucoup de gens, et donc j'essaye de trouver avec, selon le comédien que j'ai en face de moi, j'essaie de trouver la bonne approche. Mais parfois, j'y arrive pas tout de suite, hein, ça peut mettre plus de temps qu'avec d'autres et voilà. Et est-ce que tu aurais des conseils pour gérer une relation qui se passe mal avec un acteur sur un plateau? Tu te dis: «Je me prends un mur, je l'avais pas vu venir, comment est-ce que, je gère?» Écoute, moi, dans ce genre de cas-là, mais c'est valable avec, j'ai envie de dire aussi un technicien ou avec, Oui, finalement, quelqu'un avec qui tu es engagé dans une aventure et que la personne ne peut pas s'arrêter, parce que parfois, ça peut être mieux même pour la personne quand vraiment ça se passe mal, parfois ça peut être mieux de s'arrêter. C'est sûr quand c'est un comédien, ça rend les choses plus compliquées. ouais.
Écoute, moi, le seul conseil, c'est celui que je me donne à moi-même parce qu'après, j'ai pas de leçon à donner là-dessus à qui que ce soit. Je pense que chaque histoire, en plus, est très différente. Mais écoute, à partir du moment où c'est quelqu'un que je sentirais plus dans la peur, j'essaierais plutôt d'être dans la souplesse et dans l'écoute. Si jamais j'ai affaire à quelqu'un de plus toxique, je pense que j'essaierai de me protéger, en fait. Je crois Hmm. que ce serait 2 réactions différentes en fonction du pourquoi je me prends un mur, quoi. Au cas par cas, quoi. Ouais. Parce que tu vois, j'avais une autre question qui était comment est-ce qu'on réagit quand l'équipe, mais tu as un peu parlé de la remballe inopinée là, mais Ouais, mais quand après l'équipe nous dit non, c'était pas contre moi, hein, oui, je me doute, ils étaient pas méchants d'ailleurs ces gens-là, c'était pas du tout contre moi, c'était contre la production en fait, mais mm, c'est moi qui le payais. souvent hein, d'ailleurs, on est la variable d'ajustement. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, comment est-ce qu'on réagit face à un non? Admettons, quelqu'un te dit non, je le vois pas comme ça, je veux pas le faire comme ça. Alors que tu es quand même censée être celle qui donne l'impulsion de. Et ben en fait, alors ça, bon là en l'occurrence c'est l'équipe, je les ai pas forcés à reprendre leur valise, mais moi je suis pas pour forcer. Déjà j'essaie de comprendre pourquoi le non, parce que parfois il y a une raison qui est, derrière, qu'il faut écouter, qu'il faut entendre, parce que parfois nous aussi on peut se tromper. Et donc j'essaye de pas être dans un côté, tout puissant, «Je veux que tu fasses donc tu vas t'exécuter», puisqu'en fait j'essaie de me dire on est dans des collaborations et c'est valable à pas mal de niveaux. Donc déjà j'essaie de comprendre et je vais demander: «Comment est-ce que toi tu le verrais?» Parfois il faut juste laisser la personne, le comédien notamment, faire son truc. Et après, souvent, il est d'accord pour faire ce que toi tu souhaitais au départ. Et si jamais c'est un non, genre il ne peut pas, ça vient de l'intérieur, et ben j'ai remarqué que souvent, c'est le comédien qui a raison. Mais après, il faut comprendre pourquoi, parce que souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la scène qu'on lui demande qui n'est pas juste par rapport à son personnage. Et ça m'est arrivé avec ma fille, pour le coup, sur Mauvaise Troupe. À un moment donné, il y avait quelque chose que je lui demandais de faire, et elle n'arrivait pas, et elle était bloquée de chez bloquée, et en plus, on tournait de nuit, c'était très compliqué, et j'avais juste envie qu'on enquille la scène et qu'on termine. Et je voyais bien, elle me disait, maman, j'ai très envie de le faire, mais elle me disait, je suis bloquée à l'intérieur de mon corps. Moi, un comédien qui me dit ça, je lui dis: «Bah, écoute, c'est juste que tu as une réaction de comédienne», je lui ai dit, «et c'est moi qui vais te suivre et dis-moi comment toi tu le sens», et en fait, ce qu'elle a fait, je crois que c'était plus vrai, en fait. Ouais, c'était plus naturel pour elle, donc Bah, forcément c'était plus dans le goût plus. de son personnage et voilà. C'est une super anecdote d'ailleurs. Est-ce que tu fais des répétitions ou pas avant le tournage, notamment? Parce qu'on parlait des Ouais, répétitions sur le tournage, mais est-ce que quand tu en as la quand possibilité, on c'est sait que c'est possible. Là, c'est compliqué? très compliqué d'avoir tout le monde au bon moment, mais oui, en général, j'essaye. Soit des répétitions, soit des moments où les gens vont apprendre à se connaître et qui se crée quelque chose, par exemple, pour les héritières. J'avais fait une rencontre de famille avec toute la famille du personnage de Sanou, parce qu'il y avait plein d'enfants, il y avait un tout petit, il y avait une plus âgée. Et donc là, ouais, on a fait un gros goûter, par exemple. C'était pas une répète, mais c'était un gros goûter. On a fait des jeux de société tous ensemble. Et c'était super sympa. Et comme ça, ils ont commencé à faire famille, en fait, avant de tourner. Et avec la bande d'adolescentes, enfin les jeunes filles adolescentes, là, on a fait des vraies répètes de texte où on partait aussi en impro, à la fois et pour les familiariser entre elles, mais aussi avec moi. Parce qu'en fait, ce que je leur demandais beaucoup, c'était d'utiliser qui elles étaient pour se réapproprier les dialogues, de façon à ce qu'on ait cette espèce de naturel qui a beaucoup plu d'ailleurs dans le film. C'est très très lié à ce travail-là qu'on a fait ensemble en fait. Et est-ce que tu fais beaucoup de prises ou pas? Non, je fais pas beaucoup de prises par la force des choses parce que j'ai commencé à travailler en pellicule et Et là, t'as pas beaucoup de j'avais prises. 1 à 3 prises, quoi. Donc j'en fais peu, naturel parce que c'est un mode de fonctionnement que j'ai eu depuis le départ et puis que j'ai jamais eu non plus des gros budgets qui me permettaient d'étirer les choses. Et tu es plutôt réalisatrice, bah, tu as déjà un peu répondu, hein, mais quand même, je repose la question, plutôt derrière son moniteur, plutôt proche des acteurs, justement proche de la caméra? Non, je suis très proche des acteurs, j'ai fait mon 1er cours poids plume, j'avais même pas de retour vidéo d'ailleurs. Donc j'étais, sous la caméra avec le chef op tout le temps et puis voilà, à la fin, du coup, je bougeais en même temps que lui, comme ça je voyais ce qu'il faisait. Et maintenant, donc on a ces fameux retours. Donc j'ai eu, j'en ai eu un premier sur Sid, mais à l'époque, la technique était pas ouf, il tombait souvent en panne. Oui. J'avais un peu ce problème-là. Depuis ça arrive moins et maintenant je suis plus autonome maintenant avec mon petit truc autour du cou, quoi. C'est vrai que c'est très pratique. Ouais, Moi, je suis fan de ce genre de truc. Tu peux te déplacer partout avec. c'est ça. Et puis une petite question sur les différences de réalisation entre cinéma et télévision, Mmh. puisque tu as vécu les deux. Ouais. Alors, au-delà des problématiques de budget, évidemment, est-ce qu'il y a une véritable différence dans l'approche de la réalisation selon l'un ou l'autre?
Alors j'ai envie de te dire, ça dépend quel projet télé. Parce que par exemple, Les Héritières, je l'ai fait vraiment comme un projet de cinéma. À part au niveau du temps, parce que j'avais que 21 jours pour tourner, alors que je pense que j'aurais été en cinéma, peut-être j'aurais pu avoir 28 ou 30 jours. C'est surtout ces durées-là qui sont très différentes. Par contre, sur Face à Face, là, il y a vraiment une différence pour moi parce que je rentre dans un process qui est déjà existant. Donc, il faut que je me fasse aussi à ce process. Là, notamment, j'ai été choisir un chef opérateur qui avait déjà fait la série parce que je trouvais que c'était déjà pour moi un avantage d'avoir quelqu'un qui connaît les comédiens, qui sait les éclairer, en qui ils ont confiance. Mais en plus, j'adorais son travail. Donc les 2 mélangés, quand j'ai vu tous les parce que j'ai regardé avant moi j'étais sur la saison 3, j'ai regardé avant les 2 premières saisons. Quand j'ai vu son travail, j'ai dit à la production: «Je veux bosser avec lui» et puis voilà, ça s'est fait. J'étais vraiment très, très heureuse de ça. Mais lui, il travaillait pas du tout de la même manière que les chefs-op avec lesquels, j'avais travaillé, quand je te disais: «Voilà, je veux pas d'éclairage dans les pâtes», machin. Là, c'était plutôt Tout l'inverse. l'inverse. Là, on travaillait vraiment par axe. Donc j'ai retrouvé la manière de travailler que j'avais eue sur mon premier long, qui à la base me correspond moins, qui est moins sportive aussi, mais par contre qui là s'adaptait vraiment à cette série et qui fonctionnait du coup très bien sur cette série. Et quelque part d'avoir été un peu entre guillemets obligée de le faire comme ça, j'ai trouvé ça super parce que comment dire, ça entraîne vraiment mon cerveau à des process différents en Hmm. fait de mise en scène. Et je sais que plus tard, ça va me rendre aussi plus libre à plein d'endroits. Oui, ça t'apporte une flexibilité en fait d'avoir testé Exactement. différentes, on va dire, méthodes, hein, même si Ouais. bon, il n'y a pas de recette ni de méthode. Mais ça te permet d'avoir des approches effectivement riches. Voilà. Et Que- surtout que là, je tournais tout le temps quasiment aussi, enfin en tout cas la moitié du temps à 2 caméras. Oui, Ce que moi, j'aime pas faire du coup quand je suis dans mon process très très libre. Donc là, ça m'a obligée à penser un découpage en fonction des 2 caméras et à avoir à la fois en même temps le moins de plans possible. C'est vraiment le travail qu'on a fait avec ce chef-op-là était très très technique à ce niveau-là. c'était la première fois que tu tournais à 2 caméras du coup. Oui. Est-ce que tu as aimé, tu reproduiras ou est-ce que c'est quelque chose tu t'es dit adapté peut-être à certains projets mais pas à En- tous. je pense que c'est vraiment à adapter effectivement à un process de mise en scène. Donc, je suis pas contre, même à 3 si un jour il y a un projet qui doit aller avec ça, mais il faut que ce soit vraiment lié à la mise en scène. Mais si je te dis une bêtise, parce que si, j'avais déjà tourné à 2 caméras sur Les Héritières, sur quelques scènes et on a renvoyé la 2e caméra à un moment donné, justement parce qu'elle ne collait pas avec le process. Hmm. Donc, ce que j'étais en train de me dire: «Mais si, mais j'ai déjà fait, mais où?» Je savais plus et c'était là et c'est tu vois, comme quoi, On oublie. voilà, on oublie. Voilà. Mais c'est aussi parce que tu vois, tu l'as C'est parce que renvoyé je la donc voulais pas sur finalement. Les Ouais. Héritières. Non, mais ça, c'est une spéciale dédicace pour tous mes étudiants en réalisation que j'encadre et qui me disent ouais, on n'a qu'à tourner à 2 caméras, c'est plus rapide. Je leur dis mais alors C'est ça, pas c'est un forcément vrai. lieu commun parce qu'on perd parfois plus de temps On met beaucoup de temps à à installer cause les 2 des caméras. voilà Non, l'installation. c'est pas vrai. En fait, ce qui va le plus vite, dans ce que j'ai expérimenté, c'est vraiment, l'épaule avec l'éclairage le plus léger possible, parce que, il y a un moment donné, tu passes d'un plan à l'autre extrêmement facilement. Quand tu es à 2 cams, tu as forcément un travail plus important aussi sur l'éclairage et puis en plus, l'équipe bouge aussi beaucoup plus lentement. On est beaucoup plus nombreux sur le plateau. Souvent, on a aussi 2 perches. Il y a une espèce de lourdeur de processus quand même qui se met en place, par moment, quoi. La grosse machine, quoi. Exactement. Effectivement, c'est pas adapté à tous les projets non plus. Je t'avais aussi demandé de préparer quelques questions, donc je reviens dessus sur les rails des questions que tu as préparées autour des anecdotes de tournage. Et je Ouais. voulais savoir quel a été ton plus grand défi en tant que réalisatrice. Alors mon plus grand défi, en fait, tu l'as déjà dit d'une certaine manière, c'était de tourner, tu en as déjà parlé, c'était de tourner avec mes enfants. Parce que, à la fois, il y avait le film que j'avais envie de faire et auquel mais alors je peux te dire, je tenais plus que tout parce que, entre Les Héritières et Mauvaise troupe, c'était une forme ces 2 films-là ont représenté une forme de revanche sur mon premier long et donc je voulais aller absolument, au bout de ce que je ressentais et de ce que je voyais du cinéma que je voulais vraiment faire et que j'ai eu le temps de penser pendant 7 à 8 ans en amont et là, je voulais rien lâcher. Et je le dis comme un compliment, ça se voit, en fait. Ah merci. Non, non, mais c'est vrai, moi j'ai trouvé ça. On voit, en fait, je les ai vraiment regardés à la suite, justement, Ouais. dans l'ordre chronologique, et ça se voit, moi je trouve que c'est très. Enfin, j'ai beaucoup aimé ton premier film, hein, par ailleurs, mais on sent qu'il y a quelque chose qui. Un peu de l'ordre de la revanche, ouais, d'un Ouais. désir de cinéma encore plus fort, qui veut s'imposer un peu plus
un peu plus visible, mais je trouve que ça marche hyper bien. Donc, Voilà, bah, c'était le cas. Et par contre, en travaillant avec mes 2 enfants, je ne voulais pas que pour faire ce film, je voulais pas non plus mettre en danger ma relation avec eux. Parce que oui, déjà le film, déjà ils l'ont fait parce qu'ils avaient envie de le faire, hein. Évidemment, je leur ai demandé avant. Et puis mon fils avait fait un petit ma fille avait déjà tourné dans un autre film qui était pas de moi, et mon fils avait fait un tout petit rôle dans Les Héritières pour essayer, pour voir si ça lui plairait ou pas. Et puis en fait, ils étaient super partants pour l'aventure, et en même temps, je me disais: «Bah oui, mais je vais quand même les pousser». Même si je vais les pousser, en les encadrant, en faisant en sorte que tout le process soit pensé autour des enfants pour qu'ils soient bien. Néanmoins, ils auraient pu me dire en cours de film, ça va «On pas le en a faire. marre, ça va pas le faire», ou alors après, «Moi, j'avais plus envie, enfin, j'aurais pas dû faire ce film», ou «Je t'en veux de quelque chose». Et ça, c'était ma grosse peur, en fait. Ouais, je comprends, je comprends. Puis en plus, t'as pas beaucoup de prise dessus, parce que tu sais pas exactement ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils Bah, vont alors quand ressentir après. même, ouais, enfin, je sentais en fait au fur et à mesure quand même, parce que, bah, comme on se connaît bien, hein, forcément, on vit ensemble, on n'a pas besoin de se parler. Et puis j'ai beaucoup travaillé en amont avec eux, en faisant des photos, en fait. On a travaillé pendant 1 an avant, hem et beaucoup notamment pendant le confinement, parce qu'à un moment donné, c'était un peu mon seul mode d'expression, alors que Les Héritières étaient arrêtées, la prépa était arrêtée. Du coup, ils avaient pris l'habitude, du coup, de refaire des scènes de la vie quotidienne que je leur demandais de rejouer devant moi pendant que je faisais des photos. Donc il y avait une forme d'entraînement qu'on avait déjà eu. Mais tu sais jamais, en fait, c'est très fragile, Mm. l'humain sur un tournage finalement. Puis tu sais pas ce qui peut se passer sur un plateau, qui fait que, bah, d'un coup nos émotions sont très très down, ou très très gaies, ou voilà, il y a plein de choses qu'on peut pas maîtriser. Et j'avais peur de cet endroit-là. Donc ça, c'était mon plus grand défi. C'est un peu l'anecdote de l'humeur du jour. Je travaillais avec des gens comme ça qui faisaient, ils arrivaient, ils demandaient quelle était l'humeur du jour. Et ça voulait dire, ok, en loge maquillage, ça se passe comment, l'acteur il arrive en bonne disposition ou pas. Et c'est vrai que ça conditionne beaucoup de choses, mine de rien. Et c'est quoi ton plus beau souvenir de tournage? Eh ben écoute, je crois que je vais te citer la scène du tournage du battle dans Les Héritières. Parce que, alors, déjà, ce jour-là même, c'était un grand moment de gaieté. On était dans une vraie salle dans laquelle il y avait eu des concerts autrefois. C'était une salle un peu mythique. Et puis, il y avait du coup ces 2 duos qui s'affrontaient, qui nous ont donné un plaisir maximal, parce qu'ils se sont éclatés avec leur chorégraphe qui s'appelle Grégory Prudent, qui m'a beaucoup aidée et qui, lui, animait le battle. Les figurants étaient aussi incroyables. Et du coup, nous, l'équipe, en fait, on s'est vraiment amusés à tourner cette séquence qui était franchement notre baignure. Parce que si je remonte en arrière, 3 jours avant le tournage, j'ai perdu la comédienne qui devait tourner cette scène, donc dans le rôle de Caddy, qui était donc une vraie danseuse de breakdance, avec laquelle j'avais bossé pendant 1 mois en amont, et qui s'est foutu le genou dans le sac. Aïe, ah ouais, Et voilà, donc 3 jours grosse avant de tuile. tourner, on n'avait plus de comédienne. Et en plus, on avait fait un casting sauvage, hein, ça avait été un casting long et compliqué. Elle avait jamais tourné, j'avais dû vachement bosser avec elle. Donc du coup, derrière, on se retrouvait avec pas de comédienne et pas de danseuse. Et à un moment donné, il fallait trouver quelqu'un qui faisait les deux. Donc il a fallu faire un choix de scénario, en l'occurrence, de se dire, en fait, on va prendre une comédienne, parce que là, en 3 jours, j'ai plus le temps de retravailler le jeu Bah oui, tu autant que ce que m'étonnes. je voudrais. Mm. On va retravailler du coup le scénario, c'est-à-dire qu'elle va pas être aussi bonne que prévu. On les a mis à 2 contre 2 au lieu qu'ils soient 1 contre 1. Et puis par contre, on va se dire, par contre, cette fille, il faut qu'on la voie prendre du plaisir. Et ça n'a pas été facile, parce que la comédienne que j'ai choisie, donc ça s'est fait en quelques heures, hein, du coup, elle avait des bases de hip-hop, mais en fait, elle dansait plus depuis quelques années. Donc il a fallu qu'elle s'y remette et qu'elle s'entraîne pendant tout le long du tournage. Heureusement, c'était une séquence qui était prévue, je crois, la dernière semaine. Mais ce moment, du coup, où elle l'a fait, ça a été un moment de libération, et pour elle, et pour nous, et on s'est super amusés, Et quoi. ça a contribué en fait au succès de la scène finalement. Ah ouais, je pense, au final, vraiment. Parce qu'on n'a pas été dans la performance, du coup. On a été dans l'humain, vraiment. Et du coup, c'est quoi le moment le plus drôle, insolite, étrange que tu as vécu sur ton plateau de tournage? Oh là là. Si Là, tu as c'est le droit vite de d'en la... parler. Bah, c'est vite des private jokes, c'est ça le truc.
Non, je pense que je crois que le moment le plus drôle, c'est mon dernier tournage, c'est pour ça que j'y pense, c'est le machinot qui fait le clap. Je lance l'action et à ce moment-là, il se vautre lamentablement, il glisse dans l'herbe. Oh merde. Il se fait pas mal, mais la chute est quand même spectaculaire. Mais l'action est lancée, les comédiens n'ont pas vu ce qui se passait. Ah oui, d'accord, eux, ils n'avaient Et pas compris du coup. ils n'ont pas compris, et donc ils continuent leur scène. Et nous, toute l'équipe, mais on pleure. Ah bah ouais, tu On m'étonnes. pleure. C'est énorme. Voilà, donc mais c'est plutôt de la private joke vraiment à ce stade-là, parce que il y a beaucoup de petits moments comme ça en réalité sur les tournages, où d'un coup il se passe des trucs qui prennent une ampleur folle aussi quand c'est drôle, parce qu'on est fatigué, on est ensemble 24/24, et on est un peu voilà, il y a un esprit de groupe qui fait qu'il y a un moment donné, quand il y a une bonne ambiance, ça part en rire facilement, quoi. Puis là, ce qui est drôle, c'est le décalage. Le fait que les comédiens sachent pas ce qui s'est passé. Sache pas, et jusqu'au bout de la scène, et moi qu'ose pas du coup les couper par respect pour leur travail, tu vois. Très compliqué comme moment. T'es partagé entre la drôlerie du moment et le fait de devoir continuer à travailler. C'est ça. Quelques dernières questions sur la post-production, parce qu'on n'a pas encore beaucoup abordé, avant de conclure. Donc, c'est quoi ton rapport au montage? Moi j'adore le montage, c'est une vraie réécriture déjà. Et souvent, c'est marrant, c'est qu'on remarque que quand on essaie de s'éloigner du scénario, si le scénario est bien écrit, bien écrit, en fait, on y revient toujours. Mais alors, c'est un moment que je vis en général très difficilement au début. J'ai des moments où j'ai l'impression que tout ce que je fais est nul, et c'est un moment avec moi-même qui est dur. Et puis, il y a un moment où le film se trouve et prend son envol, et là, ça devient un moment de soulagement immense. Et puis j'ai toujours pour m'accompagner avec moi ma monteuse qui s'appelle Louise Decelle, que j'adore, et qui est une super monteuse. Et donc voilà, elle me voit vivre depuis des années ces moments de haut et de bas avec elle. Elle me supporte dans tous les sens du terme. Eh bien, merci Louise, on te salue à cette occasion. Et du coup, est-ce que tu commences à monter durant le tournage ou pas du tout? Alors maintenant, Louise, ouais, commence. Avant, non. Parce que j'avais un désir de contrôle sur les choses, mais elle me connaît tellement bien. Maintenant, elle voit mes rushs, elle sait pourquoi j'ai tourné quelle chose, dans quel sens. Donc maintenant, elle commence, à part sur un film comme Mauvaise Troupe, par exemple, mais je vois sur les héritières et sur Face à Face, elle a commencé à monter, ouais, bien en amont. Est-ce que tu es présente dans la salle de montage tous les jours ou pas du tout? Alors pendant le tournage, non, évidemment, mais admettons qu'il se fasse après. Bah après, quasiment tout le temps, ouais. J'ai besoin de ça déjà. Et Louise a besoin de moi aussi par moment. Il y a des fois où je sens que j'ai besoin de prendre du recul, et elle a besoin aussi de faire sa petite cuisine sans moi. Et dans ces cas-là, par exemple, je m'en vais une demi-journée de temps en temps ou une journée de temps en temps. Mais je suis quand même très présente. Et pour finir sur le montage, est-ce que tu l'as en tête dès le découpage ou dès l'écriture? Est-ce qu'il y a des envies de montage qui sont déjà présentes? Ce qui ne veut pas dire qu'elles soient figées, hein, bien sûr, Ouais. mais Il y a beaucoup d'envies de montage déjà présentes à l'écriture. Ouais. Beaucoup, parce que ça va beaucoup avec la sensation, justement. Tu sais, selon si on fait un cut très sec à un moment donné, si au contraire on a envie d'un plan qui dure longuement. Et comme je travaille beaucoup sur les sensations, il y a déjà une vision du montage qui est présente dès l'écriture. Par contre, je la mets pas mal de côté quand j'arrive en salle de montage pour me laisser surprendre, en fait. Et quand la surprise est pas bonne, je reviens à mes premiers amours, voilà. c'est pour ça que le scénario est important et le découpage sont importants, Ouais. parce que c'est quand même des filets de sécurité aussi quand on a besoin de retrouver une référence, quoi, quelque chose. Et je vais te citer une citation que je vois beaucoup récemment. On ne finit jamais un film, on l'abandonne ou on le laisse derrière soi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, j'abandonne jamais mes petits. Et du coup, par extension, quand est-ce que tu sens ou que tu sais que le montage est terminé? Parce que c'est quand même difficile de se dire, ok, là j'arrête. Alors, je t'avoue qu'en télévision, c'est quand le producteur Ouais, nous c'est parce que donne j'ai la pas le date. choix. C'est parce que des fois, on n'a pas vraiment le choix, exactement. Après, en vérité, ça va vraiment dans la continuité de ce que je te disais, où j'aimerais au tournage pouvoir explorer plus de choses. J'aimerais aussi au montage pouvoir explorer plus de choses. Voilà, je rêve de ce film où je pourrais faire cette exploration complète des points de vue comme je l'entends, d'une rythmique, d'aller vraiment chercher les choses vraiment jusqu'au bout, pouvoir regarder
et analyser et essayer chaque détail de prise où un comédien m'a aussi donné quelque chose de différent. Donc voilà, ce jour n'est pas encore arrivé, mais j'espère un On te le jour. souhaite, on te le Voilà. souhaite. Et c'est quoi ton rapport au son et à la musique? Alors c'est très important pour moi et c'est présent parfois dès l'écriture ou parfois au contraire la musique d'un coup plus du tout. C'est ça qui est très étrange rapport à la musique. Mais au son par contre, assez rapidement le son me nourrit beaucoup. Et puis je travaille avec une super équipe son, Sébastien Savine qui est monteur son et Emmanuel Crozet qui est mixeur. C'est pareil, ça fait très longtemps que je travaille avec eux et c'est des gens qui vont vraiment dans le sens de mon imaginaire en rapport au hors-champ, en fait. C'est-à-dire que quand j'écoute un montage son de Sébastien, je sais qu'il sait toujours raconter une petite histoire de ce qui se passe derrière et je sais pourquoi est-ce qu'il fait telle ou telle proposition. Et c'est encore une fois, là, c'est un endroit où je fais vraiment appel à la sensibilité des gens avec lesquels je travaille et où aussi je leur fais confiance et je m'appuie beaucoup sur eux. Bah, super, écoute, on va arriver tout doucement mais sûrement à la conclusion de cet épisode. J'allais dire de ce podcast, mais j'espère pas. C'est le premier épisode, on va se calmer. Et en fait, ce qui va devenir une tradition, c'est que je vais te demander de nous partager quelques recommandations que tu pourrais avoir pour nos auditeurs ou auditrices. Est-ce que tu pourrais déjà nous recommander un film et ou une série? Eh bien, en fait, un film, je vais faire une recommandation qui peut-être va venir résonner pour le coup avec l'échec en salle de mon premier long métrage. Je vais vous recommander un autre échec en salle, Ah, mais il faut les soutenir, c'est très bien. mais qui depuis je crois, a redoré son blason. C'est Le Voyeur de Michael Powell. Ouais, oui. Voilà, qui est notamment ressorti cette année dans une version comment est-ce qu'on dit déjà? Il a été Restauré. restauré, voilà, merci. Cette restauration a été supervisée par Martin Scorsese, il me semble, si je dis pas de bêtises, C'est bien qui ça. aimait beaucoup le film, voilà. Et moi, ce film, je l'ai vu quand je suis rentrée en fac de cinéma, complètement par hasard, puisqu'en fait, à l'époque, j'avais encore mon magnétoscope et j'enregistrais les films au hasard la nuit. Et un jour, je suis tombée sur ce film qui m'a complètement happée dès ses premières images. C'est vraiment un film d'épouvante, donc il m'a autant terrorisée qu'il m'a fascinée. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un travail, pour le coup, sur le personnage assez incroyable et des visuels extrêmement forts. Donc c'est un film qui sort en 1960, la même année que Psychose. Et on a deux films qui parlent de deux tueurs en série, donc un qui cartonne et l'autre qui ne marche pas, et certainement parce que la manière de... Justement, c'est le point de vue de mise en scène qui a été très dérangeant dans Le Voyeur, puisqu'en fait, on est vraiment sur le point de vue du tueur. On est avec lui et parfois, on éprouve même de l'empathie pour lui, autant qu'on éprouve de l'horreur et de l'angoisse. Et ces sentiments mélangés sont tellement violents que... à l'époque, on n'était pas habitué à des récits de ce point de vue-là. Aujourd'hui, on a Dahmer. Donc c'est vrai que le Voyeur, je le vois vraiment comme un ancêtre de ce genre de film, d'une série comme Dahmer par exemple, qui est pour moi beaucoup plus difficile à regarder. Je n'ai pas encore réussi à aller au bout, je fais très très Ouais, lentement. je comprends. Et voilà, c'est pour ça que je voulais le recommander. Mais c'est une super reco. Et est-ce que tu nous recommanderais un livre? Un livre, ouais, je vais vous recommander la bande dessinée Les Guerres de Lucas de Laurent Hopman et Renaud Roche, si je prononce bien leur nom. Je cautionne à fond, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est super de voir toutes les galères par lesquelles est passé Lucas pour faire ce film, et puis de le voir aussi avec sa bande de potes réals qui se soutiennent, qui s'entraînent et qui essaient tous de faire leur film. Je trouve que c'est un récit très jouissif pour nous. Et si tu pouvais nous conseiller une bande originale de film ou une musique qui te parle? Eh bien, je vais vous recommander la bande originale de la série Tchernobyl par Ilbur Gunadottir. C'est une Islandaise, je suis pas sûre, je pense que je prononce hyper mal son nom, donc toutes mes Je crois que excuses. personne ne t'en voudra, c'est très Personne ne m'en compliqué. voudra, mais en tout cas, voilà, c'est une femme qui a fait la musique de cette série. La musique est hallucinante. Alors, elle n'est pas à écouter chez soi pour décompresser du tout, mais en fait, elle a été dans une usine nucléaire. Elle a écouté les sons qui passaient dedans, elle les a enregistrés et derrière elle a composé avec des mélanges de musique électronique et ces sons-là. Et le résultat est absolument incroyable et je trouve que ça joue énormément sur la force de cette série.
qui est une série pareille, qu'il ne faut pas regarder pour se sentir mieux, parce qu'elle secoue beaucoup. Moi, je l'ai vue et franchement, je pense que je ne la reverrai jamais. Mais quelle série! Franchement, c'est à voir quand même une fois au moins dans sa vie, parce que c'est vraiment... Voilà, donc c'était pas les recos du dimanche pour se détendre. Mais c'est pas grave, on prend toutes les recours. Et si on veut suivre ton actualité, Nolwenn, de tes prochains... Est-ce que tu peux d'ailleurs nous parler d'abord de tes prochains projets, peut-être? Pour l'instant, je suis en écriture d'un projet que j'ai avec Takami Productions, qui sont donc les producteurs de Mauvaise Troupe, d'un projet qui sera dans la même veine, mais pas avec la même histoire. Voilà, mais dont je peux pas trop parler pour le moment parce qu'il est encore en écriture et je suis encore, j'ai pas encore tout trouvé. Voilà, je suis encore en quête. Voilà. Ton deuxième long métrage, du coup, ça serait ça? Ouais, je vais. J'espère bien, j'espère bien. Et on croise les doigts Je peux pour pas toi. lâcher, en tout cas. C'est clair. Elle n'a pas d'annulation et pas de technicien qui remballe. Je vous préviens, sinon on vous retrouvera. Et où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux ou ailleurs pour justement suivre ton actualité? Eh bien, sur Instagram, par exemple. Parfait. Voilà. C'est toujours un bon endroit où retrouver les gens. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Quelque chose que tu voulais dire qu'on n'a pas abordé ou... Non, mais j'aimerais surtout te remercier pour cette discussion super intéressante. C'est moi qui te remercie. Qui va explorer des endroits qu'on a en nous et sur lesquels on nous interroge pas beaucoup. Donc voilà, j'étais vraiment ravie d'être là. J'étais ravi de te recevoir. Merci encore, Nolwenn. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés avec passion, on l'espère. En tout cas, avec concentration. Et je vous rappelle que si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur les applications, lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié. Et surtout, à laisser des commentaires pour remercier Nolwenn de sa présence et lui envoyer de la force pour ses prochains projets. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, c'est-à-dire le mois prochain dans Réal Réel.